Bonjour à toutes et à tous. Merci à l'IREMO de nous permettre de présenter ce soir le deuxième numéro de la revue Mondes Arabes qu'on avait eu l'occasion de lancer ici même au mois de mai dernier, donc qui est une revue de sciences sociales du politique sur la région et qui est éditée aux éditions La Découverte et en ligne sur Cairn. Donc après un numéro entièrement conçu par le comité de rédaction, on a ce deuxième numéro. Je suis très heureuse qui commence par ce dossier dont on va parler aujourd'hui. Quelques mots sur le numéro lui-même et sur des points qui pourraient peut-être vous intéresser aussi dans la lecture. Le numéro comprend notamment un entretien avec Houda Al-Sadda, qui est une chercheuse née au Caire, qui a travaillé sur le genre, la littérature, sur la circulation des savoirs et la production des savoirs, et qui revient dans ce numéro sur son parcours universitaire, mais aussi sur ses engagements politiques et militants. Et on inaugure aussi une nouvelle rubrique, à laquelle on tient beaucoup, je dois dire, une rubrique terrain, avec dans ce numéro une réflexion sur celui qui paye le café en entretien, mise en scène de la modestie en milieu ouvrier en Tunisie, l'auteur étant Mohamed Slim Ben Youssef, et c'est aussi un texte très intéressant, au-delà des rubriques recensions habituelles. Donc le morceau important, plus conséquent de ce numéro, c'est un dossier intitulé Parlement en révolution, en évolution, coordonné par Hardy Med et par Déborah Pérez. Et donc, nous vous proposons pour cette séance de nous pencher sur cette thématique, sur la place du Parlement ou des parlements dans les mondes arabes. Alors, sans revenir sur la qualification, il y a un article qui est consacré au Kurdistan irakien dans le numéro. Et voir comment la réflexion sur ces parlements permet aussi de penser le contexte post-2011, les dynamiques institutionnelles qui vont suivre ce moment-là et comment le Parlement est aussi un lieu de recomposition, un lieu de compétition, et donc l'accent sera mis en particulier sur la pratique politique, sur le rôle des députés, sur leurs ressources, sur leurs capitaux et sur leur représentation. On a donc deux auteurs pour en discuter, dont les papiers ont en commun de se focaliser sur les rôles et sur les comportements dans l'hémicycle, mais aussi en dehors de l'Assemblée. Donc je les présente rapidement. Déborah Pérez, professeure assistante de sciences politiques à l'université Mohamed VI Polytechnique à Rabat, qui a soutenu une thèse en 2021 portant sur les députés de l'Assemblée constituante tunisienne, thèse qui a reçu une mention spéciale au prix de thèse du GIS Moyen-Orient et Monde musulman et de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. Ces recherches portent sur les parlements, sur les changements de régime en Tunisie, et aujourd'hui, elle travaille aussi sur la fabrique de l'action publique au Maroc. Et Camille Abesca, doctorante en 4e année en sciences politiques, au Centre de recherche international de Sciences Po, doctorante associée à l'IFPO. Elle est membre du collectif de chercheuses et chercheurs Noria, où elle a notamment dirigé un projet de recherche sur l'action de l'Union européenne en Jordanie. Et elle travaille, dans le cadre de sa thèse, sur les pratiques de représentation parlementaire au sein de la Chambre des députés jordanienne. Alors peut-être pour commencer, Déborah, pour présenter la démarche et la logique de ce dossier. Hardy et toi, vous commencez votre propos en disant « Les assemblées parlementaires dans les mondes arabes n'ont guère suscité l'intérêt des chercheurs, sauf ponctuellement, donc soit aux indépendances, soit pour réfléchir plus largement aux questions de transition démocratique. » Alors comment on étudie les parlements aujourd'hui et quel est l'intérêt de le faire ? Merci beaucoup Manon Nour, et puis merci beaucoup à l'IREMO de nous accueillir ce soir. Je suis contente qu'on puisse présenter ce numéro qu'on a co-dirigé avec Hardy Med. Donc effectivement, en fait, on est parti du constat qu'il y avait assez peu de choses qui avaient été publiées sur les parlements et puis aussi plus largement sur les institutions politiques dans les mondes arabes et musulmans. Il y a eu quelques travaux post-indépendance qui abordaient les parlements par le haut. C'était des approches assez institutionnalistes. Il y a eu aussi des approches par le bas, en fait, où on étudiait plutôt les processus électoraux, les dynamiques de clientélisme, mais peu de choses qui se focalisaient vraiment sur l'institution parlementaire. Alors nous, ce qu'on propose de faire dans notre dossier, c'est d'aborder les parlements en sociologue, en fait, et d'essayer de réencastrer ces institutions dans le social, dans les mondes sociaux, de leur restituer toute leur épaisseur sociologique en regardant la manière dont des pratiques s'y déploient, des acteurs y circulent, comment est-ce qu'ils investissent, comment est-ce que les députés investissent ces institutions, qu'est-ce qu'ils y font, qu'est-ce qui s'y joue.
Et alors, donc ça fait pas mal d'années qu'on discute avec Hardimed de ces sujets-là, puisque pour raconter un petit peu l'histoire de la naissance du projet de dossier, on s'est rencontrés quand j'étais en tout début de thèse, donc il y a maintenant 7 ou 8 ans. Et on a fait plusieurs panels ensemble, et puis on a vu qu'il y avait quelques jeunes recherches, des recherches de terrain, des recherches empiriques, qui commençaient à se développer au sein des parlements, notamment en raison du fait qu'après les mouvements de révolte arabe, il y a eu énormément d'attention qui s'est portée sur ces parlements. On a pu assister à une reparlementarisation dans certains pays, et c'est le cas notamment de la Tunisie, que j'ai pour ma part étudié. Et donc, on a essayé de valoriser ces travaux-là en essayant de les publier, enfin, en les publiant dans ce numéro, en montant ce numéro. Donc, il s'agit avant tout de recherches qui sont des recherches empiriques, qui mobilisent des approches qualitatives, ethnographiques, des approches par entretien. Donc, vraiment, on a essayé d'étudier, de promouvoir une manière d'étudier les parlements dans les mondes arabes aujourd'hui in situ. Il s'agissait d'abord d'entrer dans l'institution, d'ouvrir la boîte noire de l'institution parlementaire. Et je pense que c'est un des points qui fait vraiment l'originalité du dossier. Le deuxième point qui fait l'originalité de ce dossier, c'est qu'on s'est concentré sur la question des parlements dans les crises et dans les révolutions. Ce qui nous a intéressés ici, alors pourquoi est-ce que c'est intéressant de se concentrer sur les parlements dans les crises ? Ici, on a essayé d'entendre le terme de crise à la fois, enfin, dans un sens assez large en fait. Il s'agit à la fois des moments d'ouverture, de libéralisation, et c'est ce qu'on a pu voir avec Hardimed sur nos terrains respectifs, que ce soit en Tunisie pour ma part, où j'ai travaillé, en fait, j'ai pu assister au travail de rédaction de la Constitution à l'Assemblée nationale constituante tunisienne, et lui, de son côté, au Parlement kurde d'Erbil, qui se mettait en place en 2003. Et donc, ce qu'on a pu voir, du coup, c'était des parlements en recomposition, en révolution, dans des moments d'ouverture politique, dans des moments de libéralisation. Mais il nous semble que le terme de crise, il est beaucoup plus plastique que cela. Et c'est pourquoi on a tenu à intégrer dans notre dossier, dans notre réflexion, des papiers qui portaient aussi sur les crises comme guerre civile. Comment est-ce qu'on fait parlement ? Comment est-ce qu'on continue à faire exister l'institution, à se mobiliser dans les situations de guerre civile, comme c'est le cas du Yémen. Et je suis très heureuse qu'on ait pu publier l'article de Marine Poirier, qui porte sur les députés sans parlement, qui délibèrent sans coupole et qui continuent à se battre, à se mobiliser pour faire exister cette institution dans la guerre civile. Et puis, enfin, parce que les crises, ça peut être les moments d'effervescence, pluralisme, de libéralisation, les moments de guerre civile, mais aussi des moments de restauration autoritaire, de tour de vis, en fait, donnés par certains régimes. On est aussi allé regarder du côté de la Jordanie avec l'article de Camille Abesca, qui montre comment est-ce que les parlements se réinventent dans des configurations autoritaires. Qu'est-ce que représenter quand on n'a pas de parti politique ? Et comment est-ce que la configuration autoritaire se retrouve au sein du Parlement, s'incarne à travers des pratiques de députés, des manières de faire. Voilà, donc c'est un petit peu ça qui nous a guidés. Il nous semble que ces crises politiques, elles posent la question de la survie des institutions, et puis c'est des institutions qui sont un petit peu mal aimées en fait. Si on regarde un petit peu les parents pauvres dans l'organisation des pouvoirs, des régimes arabes, des sociétés politiques arabes. Et elles interrogent aussi, donc ces crises politiques, elles interrogent aussi la résilience de ces institutions et puis parfois leur renaissance. Ouais, si je peux juste ajouter quelque chose pour monter un petit peu, pour vous présenter un petit peu plus la posture théorique qu'on a essayé d'avoir dans ce dossier, c'est qu'en fait, ce qui me semble vraiment intéressant, c'est que d'abord, il y a un enjeu empirique à documenter ces institutions en situation de crise politique. Qu'est-ce qui s'y joue ? Il me semble que les parlements, dans les révolutions, dans les crises, c'est aussi de formidables caisses de résonance de tout ce qui se passe, de toute l'actualité. L'actualité, on en parle, mais on l'a fait aussi au sein de ces hémicycles. On y voit de nouveaux acteurs émerger, de nouvelles forces politiques. On peut aussi saisir comment se recomposent les architectures institutionnelles, les architectures de pouvoir dans la région. Et puis la deuxième chose qui me semble importante de mentionner, c'est qu'en fait, pendant les crises politiques, le fonctionnement routinier de l'institution, il est comme suspendu. Il est davantage visible, il fait l'objet de contestations.
Et du coup, les moments de crise, c'est aussi des moments très particuliers parce que c'est des moments lors desquels on peut en fait saisir l'institution un petit peu à l'état naissant. Toutes les règles qui sont normalement invisibles, qui sont normalement naturalisées, qui ne sont jamais remises en question, qui apparaissent toujours comme un donné qui est là, elles sont rendues visibles par la crise parce qu'on se pose la question de ces règles. Est-ce qu'on va remettre en place les mêmes règles? Est-ce qu'on va les changer? Elles font l'objet de débats, de contestations qui peuvent être particulièrement fortes dans l'hémicycle. Et du coup, c'est ça qui nous a vraiment stimulé intellectuellement, que je trouve assez porteur, c'est l'idée qu'étudier les institutions dans des crises, c'est rendre visible, pouvoir saisir tout ce qui fait un peu leur matérialité, tout ce qui fait les dynamiques sociales qui les traversent, qui les transforment. Voilà. Alors, est-ce que je dis un mot de la méthodologie ou est-ce qu'on... Oui, vas-y. Ouais. D'accord. Donc ici, nous, enfin, voilà ce qu'on a essayé de faire, du coup, voilà, et c'est aussi pour ça qu'on était très contents de pouvoir publier ce numéro dans la revue Monde Arabe, dont la ligne éditoriale, elle est vraiment dans le sillon de ce que nous, on essaye de faire, c'est de mobiliser les outils de la sociologie et puis de la sociologie politique. Il me semble que ça apporte beaucoup de choses à notre compréhension des sociétés politiques arabes et musulmanes, et puis ça permet de rendre à ces institutions toute leur épaisseur, d'en donner un portrait un petit peu incarné. Et du coup, ce dont je suis assez contente, c'est qu'au final, les quatre papiers qu'on a publiés, donc qui portent sur la Tunisie, le Yémen, la Jordanie et puis le Kurdistan irakien, ce sont des enquêtes qui sont empiriques, qui sont fondées sur des terrains longs. Et je crois que c'est important de pouvoir faire de la recherche un petit peu au long cours. Par exemple, l'article qui porte sur le Yémen, c'est une recherche qui a été menée pendant une dizaine d'années, en fait, où l'autrice a rencontré les députés pendant une dizaine d'années, d'abord au Yémen et puis ensuite en exil. Et ça permet d'avoir des entretiens qui sont beaucoup plus denses, en fait, avec des acteurs avec lesquels on a l'habitude d'échanger. De mon côté, et puis du côté de Hardy et de Camille aussi, c'est des entretiens c'est des enquêtes qui sont fondées sur énormément d'observations au sein des hémicycles. Et ça, je crois que c'est aussi un des apports de la sociologie politique, et puis aussi un apport de ce nouveau contexte dans lequel on peut désormais entrer dans ces institutions qui ne sont pas toujours évidentes d'accès, et on y reviendra peut-être. Mais donc voilà, on a pu faire énormément d'observations, et ça nous a permis de mettre en évidence des transformations dans les manières que les gens avaient d'incarner ces institutions, des transformations des pratiques, des transformations dans les discours. Et ça, je crois que c'est vraiment la fréquentation du terrain un petit peu sur le long terme qui le permet. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Merci. Alors Camille, toi tu as écrit un article sur le Parlement jordanien en montrant comment des femmes et des hommes députés, souvent dépourvus d'ailleurs d'expérience parlementaire préalable, font de la politique et légitiment leur manière de faire de la politique. Est-ce que tu peux déjà peut-être nous parler des particularités de ce Parlement jordanien, puisque tu le dis, la chambre basse du Parlement est dominée par des élus dépourvus d'affiliation partisane. Donc qu'est-ce que ce Parlement sans parti ? Oui, merci Manon Nour, et merci encore à l'IREMO de nous donner l'opportunité de présenter ce numéro ce soir. Donc comme tu viens de le dire, la Jordanie se caractérise par une absence de structuration de la vie parlementaire autour de la vie et des programmes des partis politiques, ou pour le dire autrement et un peu plus simplement, la chambre basse du Parlement jordanien, elle est dominée numériquement par des élus dépourvus d'affiliation partisane, donc des élus qu'on pourrait appeler des élus indépendants. Et de manière générale, on peut rappeler qu'il existe beaucoup de partis politiques en Jordanie, il y en a près d'une soixantaine, mais c'est des partis qui sont faiblement structurés, qui sont faibles aussi en termes de ressources financières, en termes de ressources humaines, et aussi qui ont très peu de capacité de mobilisation électorale du coup au moment des élections. La seule exception à ce tableau un peu négatif, c'est le parti politique des Frères musulmans, qui est le Front d'action islamique. Mais on en parlera tout à l'heure. Et cette faiblesse des partis et leurs faibles résultats électoraux, elle est souvent présentée par les représentants du pouvoir central ou par les partenaires internationaux de la Jordanie, par ses bailleurs de fonds, comme une conséquence d'une société qui serait encore trop tribale, qui en fait ne serait pas prête, avec des gros guillemets, pour les partis politiques. Mais en fait, quand on fait un très rapide détour par l'histoire politique de la Jordanie, on se rend compte qu'au XXe siècle, les partis politiques étaient extrêmement forts. Il y avait un rôle assez central dans la vie politique du pays.
en 1956. D'ailleurs, pour parler du Parlement, ce sont les partis politiques d'opposition qui ont obtenu la majorité des sièges à l'Assemblée. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que tous les partis politiques ont été interdits de 1957 à 1992 dans le cadre d'une loi martiale assez stricte qui a été imposée à la suite d'une supposée tentative de coup d'État. Du coup, c'est une loi martiale qui a conduit beaucoup de membres de partis politiques, notamment de gauche et nationalistes, à l'exil. Et en plus de cette loi martiale, à partir de 1967, il y a eu une suspension des élections législatives. Et c'est seulement à la reprise du cycle électoral à la fin des années 80 qu'on commence à avoir un Parlement sans parti politique, en gros. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'il y a un changement de loi électorale début des années 90. On passe, c'est des termes un peu, enfin pas techniques, mais on passe d'un scrutin plurinominal à un scrutin uninominal majoritaire, connu pour renforcer le rôle des solidarités primordiales et connu pour affaiblir le vote idéologique et partisan. Et du coup, c'est un mode de scrutin qui a vraiment contribué à réduire la capacité mobilisatrice de l'étiquette partisane, tout en renforçant ce qu'on peut appeler le tribalisme. Aujourd'hui, en Jordanie, le discours du régime politique, il est bien sûr très différent à l'égard des partis. C'est vrai depuis les années 2000, mais c'est encore plus vrai depuis 2011. Je pense qu'on peut même parler d'un vrai leitmotiv dans le discours du roi Abdallah II, qui n'a de cesse de rappeler l'importance de renforcer le rôle des partis sur la scène politique du pays, en incombant toujours leur faiblesse, enfin, en faisant toujours comme si la faiblesse des partis était en fait de leur fait, une responsabilité des partis eux-mêmes, et en omettant le fait que certains partis continuent d'être réprimés aujourd'hui. À partir de 2011, c'est un discours qui s'est matérialisé dans des réformes un peu plus concrètes. Il y a notamment eu une réforme électorale assez importante en 2016, où on est passé à un scrutin de liste, donc censé être plus favorable aux partis politiques, pour plein de raisons dont beaucoup ont trait au contenu de la réforme elle-même. C'est une réforme qui n'a pas du tout eu les effets escomptés. Et donc on a toujours aujourd'hui un Parlement largement dominé par des élus sans étiquette partisane. Je donne rapidement quelques chiffres pour qu'on se fasse une idée. Donc moi, ma thèse, elle porte sur les parlements élus en 2016 et en 2020. Et du coup, en 2016, sur 130 députés, on a seulement 24 qui appartiennent à un parti politique. Et sur ces 24, il y a 10 sièges qui ont été remportés par le Front d'Action Islamique. Et les autres sièges ont été remportés par d'autres partis de l'islam politique et des partis plus proches du pouvoir. En 2020, c'est des élections complètement catastrophiques pour les partis politiques. Il y a seulement 12 sièges qui sont remportés par des élus membres de partis politiques, dont 10 par le Front d'Action Islamique et le Parti du Centre Islamique. Et du coup, les autres députés, c'est des élus qu'on pourrait qualifier de notables, donc sans affiliation partisane, et qui arrivent à être élus grâce à leur insertion dans des réseaux, en partie grâce à leur insertion dans des réseaux de solidarité locaux, familiaux et tribaux. Et c'est peut-être aussi important de dire que c'est aussi du coup des élus avec un capital financier assez important. C'est un peu une condition sine qua non si on veut remporter les élections, parce qu'une campagne électorale en Jordanie, pour les candidats et candidates qui gagnent l'élection, c'est généralement plusieurs milliers de dinars. Et ce sont des candidats et candidates du coup qui ne peuvent pas s'appuyer sur les ressources qui seraient mises à disposition par les partis. Autre particularité du Parlement jordanien, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres contextes, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Manon Nour, c'est que la majorité des députés sont aujourd'hui des primo-députés, donc qui arrivent au Parlement sans aucune expérience parlementaire préalable. Et autre particularité, c'est aussi souvent des élus qui n'ont aucune expérience élective à l'échelle locale, ni au niveau municipal, ni au niveau régional. Donc on a vraiment des élus qui, dans l'Assemblée de 2016 et celle élue en 2020, des élus qui sont des complets novices de la politique, qui n'ont jamais encore fait de la politique avant d'arriver au Parlement. Et donc ils arrivent à l'Assemblée sans avoir eu à passer par une file d'attente. Je donne aussi très rapidement quelques chiffres. En 2016, du coup, c'est 76 députés sur 130 qui sont élus pour la toute première fois. Et en 2020, le taux de renouvellement parlementaire a été encore plus élevé, ce qui aussi dit pas mal de choses sur la disqualification dont souffre l'institution aujourd'hui. Donc en 2020, il y a 92 députés qui venaient de finir leur mandat qui se représentent. Il y en a seulement 16 qui sont réélus. Et donc en fait, au total, sur 130 députés, on n'avait que 30 députés qui avaient déjà siégé dans des parlements et 100 primo-députés qui arrivent à l'Assemblée sans aucune expérience parlementaire.
Du coup, ça fait 77%, peut-être un peu plus parlant, 77% de nouveaux élus. Et c'est pour ça que moi, la question qui m'intéressait, et on va y revenir, c'était vraiment pour cet article, mais aussi dans ma thèse de manière générale, c'est comment des hommes et des femmes qui n'appartiennent pas à des partis, qui n'ont jamais fait de la politique, comment, lorsqu'ils arrivent au Parlement, comment ils font de la politique et comment ils essaient de légitimer leur manière de faire. Et néanmoins, et je vais terminer là-dessus pour cette première réponse, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'était aussi de montrer que malgré le fait qu'ils n'appartiennent pas à des partis, malgré le fait qu'ils n'aient jamais été élus pour la plupart avant d'arriver au Parlement, en fait, c'est des élus qu'on ne peut pas tout à fait qualifier comme de complets profanes de la politique, parce que généralement, ils se sont socialisés aux politiques autrement que par le biais de l'engagement partisan. Par exemple, il y en a qui se sont socialisés à la politique par le biais de leurs études. J'ai rencontré un député qui avait fait sa thèse en sciences politiques sur le Parlement jordanien, donc ça nous faisait un très bon point commun pour commencer la conversation. Il y en a d'autres qui ont été socialisés à la politique par le biais de leur famille, parce qu'ils avaient leur oncle ou leur père qui avait été d'anciens ministres ou d'anciens députés. Il y en a d'autres qui se sont socialisés à la politique parce qu'ils ont participé à des mobilisations, notamment au Hirak jordanien en 2011. Dans l'article, je m'attarde aussi un peu longuement sur le profil d'un député qui est un dentiste d'une quarantaine d'années d'origine palestinienne, qui a grandi et qui vit dans un des plus grands camps palestiniens du pays. Et lui, il m'explique, donc il n'appartient pas à un parti, mais il m'explique qu'il a d'abord longtemps été impliqué dans l'association des étudiants jordaniens quand il faisait ses études en Ukraine, et ensuite il a pas mal été impliqué dans des associations locales, notamment dans le camp dans lequel il vit. Et donc du coup, tout ça pour dire que je trouve que c'est des trajectoires qui montrent que l'expérience politique, en particulier dans un contexte où les partis politiques ont été fortement réprimés, ne se réduit pas à l'engagement partisan, parce qu'on là, on est face à des trajectoires qui vraiment donnent à voir d'autres formes d'expérience politique et d'autres formes d'engagement politique en dehors des partis, et plutôt dans les syndicats, dans les associations, par le biais des mobilisations ou par le biais d'une socialisation familiale aux politiques. Voilà. Alors, tu parlais justement de la manière dont ils font de la politique, et dans ton article, tu proposes une typologie de rôle. Et donc, on a l'étude d'une variété de comportements que vont avoir ces députés, qui vont prendre en fait progressivement des distances par rapport à une figure que tu appelles la figure du député de service, notamment parce qu'ils sont plus forcément capables de rendre ces services. Ouais. Donc, quels sont ces rôles qu'endossent ces élus, et qu'est-ce que cette approche par rôle nous permet de comprendre ? Oui, merci beaucoup. Oui, c'est exactement ça. Donc, pour la redire, moi, la question que je me suis posée dans cet article, c'était du coup comment des novices, on a vu qu'on ne pouvait pas complètement les appeler des novices, mais on va les appeler les novices, c'est plus simple, comment des novices sans affiliation partisane font de la politique, et puis surtout pourquoi il y a des différences entre eux dans la manière dont ils choisissent de pratiquer leur métier. Et donc, ce que j'ai essayé de faire, comme tu le disais, c'était d'essayer de dresser une typologie des différents rôles parlementaires que j'observais à l'Assemblée. Et donc, en fait, j'ai essayé d'élaborer une classification des élus en fonction de leur perception, de leur discours et de leur pratique parlementaire. Et du coup, je suis arrivée à dessiner progressivement 5 catégories d'élus auxquelles j'ai donné des noms. Du coup, il y a les législateurs, les opposants, les porte-paroles, les bons élèves et les absents. Et les absents, c'est une catégorie qui regroupe 3 sous-rôles que j'ai appelés les puissants, les élus attachés à l'échelle locale et les élus désabusés. Donc, je ne vais pas revenir sur chacune de ces catégories, ça serait trop long et un peu redondant. Mais ce que je peux commencer par dire, c'est que du coup, c'est des catégories qui me permettent de mettre en exergue les principales différences que j'observe entre les députés dans la manière dont ils conçoivent leurs fonctions et dans la manière dont ils l'exercent au quotidien. Et je vais quand même donner quelques petits exemples. Du coup, d'un côté, par exemple, on a les législateurs. Du coup, eux, c'est vraiment des élus très impliqués au Parlement. C'est souvent des avocats ou des juristes, et du coup, qui ont les compétences juridiques nécessaires pour s'impliquer, par exemple, tout au long du processus législatif et dans le détail. À côté de ça, on a les opposants et opposantes. Donc, c'est aussi des élus très investis au Parlement, mais qui, eux, se conçoivent davantage comme des élus qui seraient chargés d'assumer un rôle de contre-pouvoir vis-à-vis de l'exécutif. Et c'est, par exemple, du coup, des élus qui sont très impliqués pendant les séances de questions parlementaires au gouvernement. À côté de ça, il y a aussi les porte-paroles. Du coup, eux, c'est des élus qui vraiment se revendiquent comme étant les représentants d'une cause, d'un groupe ou d'un territoire. Ça peut être un groupe, ça peut être une catégorie socio-professionnelle, ça peut être un groupe générationnel, un groupe, une catégorie de genre. Et généralement, ce groupe, il est identifié, il découle soit de la positionnalité de l'élu, son âge, son genre, ou alors des caractéristiques socio-économiques ou socio-démographiques de sa circonscription.
Et dernier exemple, bon, finalement j'en aurais donné plein, mais dernier exemple, il y a aussi les élus du coup que j'appelle les désabusés. Et eux, c'est des élus du coup beaucoup plus résignés, qui en fait après quelques mois de mandat ont l'impression que ce qu'ils font ne sert à rien, puisque de toute façon ils siègent au sein d'une institution qui n'aurait pas de pouvoir, au sein d'un régime non démocratique où les pouvoirs seraient concentrés ailleurs. Et du coup c'est une résignation qui se traduit par un retrait de l'Assemblée. C'est des élus du coup qui sont très peu présents, enfin très absents au cours des séances parlementaires et qui interviennent peu et posent peu de questions. Et du coup, moi, je me suis intéressée à ces différents rôles parce que je trouve que ça permet plusieurs choses. Peut-être la première chose, ça permet vraiment d'étudier la façon dont des députés jordaniens et jordaniennes vont essayer de faire exister l'institution parlementaire malgré le caractère autoritaire du régime politique où les pouvoirs sont concrètement aux mains du roi, de la cour royale et des services de renseignement. Et surtout, ça me permet aussi et tu l'évoquais juste avant, ça me permet de défendre une des hypothèses qui est un peu au cœur de ma thèse, et ça permet de complexifier l'image qui colle à la peau du Parlement jordanien, mais aussi à beaucoup de parlements dans la région, enfin dans les pays arabes. Parce que c'est vrai que la Chambre des députés jordanienne, elle est souvent considérée et dépeinte, même dans la littérature scientifique, comme une institution qui serait du coup complètement sans pouvoir et qui serait un simple outil d'extension des réseaux de patronage du régime vers les acteurs sociaux, dans le cas de la Jordanie, vers les tribus jordaniennes. Et c'est vrai que toujours aujourd'hui, les députés sont souvent considérés par leurs électeurs et leurs électrices comme des intermédiaires entre l'État et la population, des intermédiaires qui seraient avant tout chargés de redistribuer des biens publics et des services dans leur circonscription. Et c'est vrai que ce sont des pratiques qui permettent aux élus de se légitimer, puis de faire exister l'État au niveau local. Et c'est ce que Marine Poirier décrit aussi très bien dans le cas du Parlement yéménite. Mais dans le cas jordanien, malgré le monopole toujours actuel des notables sur la législature, je pense qu'on assiste aujourd'hui à une diversification des rôles parlementaires dans un contexte d'amenuisement des ressources qui sont susceptibles d'être redistribuées par les députés. Je reformule plus simplement. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'en fait, les députés sont beaucoup moins à même qu'autrefois d'accéder à des ressources et de redistribuer des ressources dans leur circonscription. L'exemple le plus parlant, c'est l'emploi public, parce que quotidiennement, les députés ils sont contactés par des électeurs et électrices au chômage, à la recherche d'un emploi. Mais ce que m'expliquent les députés, c'est qu'aujourd'hui, la fonction publique est complètement saturée, donc il est beaucoup plus difficile pour les députés de nommer de façon discrétionnaire un électeur par-ci, une électrice par-là. Et donc, du coup, je schématise, mais en vrai, c'est un peu ça, les députés sont obligés de réfléchir à de nouvelles stratégies de légitimation, à de nouvelles façons d'investir l'institution et leurs fonctions, afin du coup de se légitimer autrement auprès de leurs électeurs et électrices. Et c'est à mes yeux pour ça qu'on assiste à une diversification des rôles parlementaires. Et la dernière raison pour laquelle ils doivent aussi essayer de réfléchir à de nouvelles stratégies de légitimation, c'est que cette figure du coup du député de service, du coup en arabe c'est Naeb el-Khadamat, c'est vraiment une expression qu'on entend en permanence en Jordanie, surtout quand on étudie les députés. Et le député de service, c'est vraiment l'image du député qui passerait tout son temps en circonscription à essayer de satisfaire les demandes de ses électeurs et ses électrices, et qui du coup délaisserait complètement son travail au sein de l'Assemblée. Et ça, c'est vraiment une figure qui est extrêmement décriée dans le débat public, dans les médias, et du coup les députés font tout ce qu'ils peuvent pour se détacher le plus possible de ce stigmate, et afin de redorer un peu l'image tant de leur fonction que de l'institution. Et pour conclure cette réponse, et comme ça je fais un peu aussi un lien avec ton article, Déborah, je dirais que prêter attention au rôle parlementaire, ça permet aussi de s'intéresser aux dynamiques de genre dans la répartition des rôles et dans la division du travail politique. En fait, je me suis aperçue qu'il était encore plus attendu des femmes députées. Bon, elles sont très peu au sein du Parlement jordanien. En ce moment, il n'y en a que 12 sur 130. Mais il est encore plus attendu d'elles qu'elles endossent un rôle d'assistante sociale envers leurs électeurs et électrices. Et en fait, ce que j'ai l'impression de voir sur le terrain, c'est que c'est seulement les femmes qui possèdent les ressources et les compétences nécessaires qui parviennent à s'émanciper un peu de ce rôle. Par exemple, j'ai une députée qui est avocate, qui a fait ses études de droit au King's College à Londres et qui du coup a les compétences juridiques nécessaires pour se légitimer autrement, notamment par le biais de son investissement dans la commission des lois, qui est une commission très prestigieuse. Il y en a une autre, une élue, qui est membre du Front d'action islamique, très connue à l'échelle nationale et qui du coup peut avoir un rôle très important au sein de l'Assemblée.
Et à l'inverse, j'ai une autre députée que j'ai vue pendant pas mal de temps, elle qui était professeure d'anglais au niveau primaire, qui n'a jamais eu d'expérience partisane ou politique avant de rejoindre le Parlement, et qui du coup, en fait, tout au long de son mandat, s'est sentie vraiment trop peu à même d'exercer son rôle de législatrice, et du coup qui a préféré, de manière plus ou moins consciente et contrainte, passer la majeure partie de son temps en circonscription, attachée de venir en aide à ses électeurs et à ses électrices. Alors avant de faire le lien justement avec le texte de Déborah, tu as parlé, donc on a un parlement sans parti, tu as parlé tout à l'heure de régime à caractère autoritaire. Malgré tout, un des partis qui s'investit dans cette enceinte, c'est celui des Frères musulmans. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous dire pourquoi, enfin quel est l'intérêt, pourquoi ils font le choix de s'investir dans l'institution qui a un pouvoir somme toute limité? Ouais. Oui, en effet, j'avais envie de finir un peu sur ça. Peut-être simplement pour donner un peu de contexte, on peut commencer par dire que les dernières années, elles ont été un peu difficiles pour la confrérie des Frères musulmans en Jordanie. La confrérie s'est tout d'abord scindée en 2015, et ça, c'est une scission qui résulte en partie de tensions qui remontent au début des années 2000, et c'est une scission qui a été quelque peu accélérée par le pouvoir central qui, en fait, dès 2013, a emboîté le pas à l'Égypte, aux Émirats arabes unis, à l'Arabie saoudite, qui a commencé à adopter une attitude beaucoup plus répressive à l'égard de la confrérie. Et pour aller très très rapidement, on va dire que la scission, elle découle du fait que les membres de la confrérie ont eu des façons différentes de réagir aux différentes stratégies d'intimidation et de répression de la part du pouvoir central. Et du coup, en 2015, on a une partie des membres de la confrérie qui font scission et qui créent une nouvelle confrérie qui s'appelait l'Association de la confrérie des Frères musulmans. Donc pendant quelques années, on a cette situation un peu particulière. On a deux confréries qui vivent parallèlement. Mais ça, c'est jusqu'à 2020 où finalement la confrérie originelle, la confrérie mère, a été dissoute par la Cour de cassation. Et du coup, tous les biens et les actifs de la confrérie mère ont été transférés à la nouvelle association. Mais du coup, si la confrérie a été interdite, son parti politique, donc le Front d'Action Islamique, lui est resté autorisé. Et moi, ce que je pense, c'est que la présence au Parlement du parti, après des années de boycott électoral, donc on peut même parler de retour au Parlement. Le retour au Parlement pour le parti, ça a été un moyen pour lui d'essayer de montrer sa résilience politique et aussi d'essayer de se légitimer en apparaissant comme la seule force d'opposition capable d'accéder au Parlement et du coup capable d'exprimer, de contester les décisions du pouvoir exécutif au sein d'un lieu formel et institutionnalisé. Et du coup, les élus du parti, et j'avais eu l'occasion d'en parler d'ailleurs ici à l'IREMO à l'occasion d'une rencontre sur les Frères musulmans, ce sont des élus qui ont vraiment tendance à se montrer et à être perçus souvent par les autres élus comme étant des exemples à suivre pour les autres députés. Donc dans les discours de ces élus, selon eux, l'Assemblée serait vraiment dominée par des élus qui n'auraient pas été élus grâce à leurs idées politiques, mais simplement grâce à leur capacité à acheter les voix de leurs électeurs et leurs électrices. Du coup, ce seraient des élus qui seraient simplement centrés sur leur intérêt personnel, qui n'auraient pas du tout à cœur de défendre les intérêts de la population jordanienne. Et du coup, ce qu'essaient de faire les élus du parti, c'est de se présenter comme étant totalement à l'opposé de ce type de profil. Donc tout d'abord, ils mettent en avant leur assiduité, ce sont des députés modèles, quoi. Ils mettent en avant leur assiduité aux séances parlementaires, la fréquence de leurs interventions et de leurs questions adressées au gouvernement. Et ils essayent aussi de se démarquer par leur activisme politique. Déjà, ils se posent un peu comme étant les défenseurs d'un État démocratique qui serait mis en danger par l'intensification de la répression politique et par la restriction grandissante des libertés publiques. Et ce sont aussi des élus qui se mobilisent tout particulièrement autour de la question palestinienne. Ils ont été, par exemple, particulièrement vindicatifs et visibles dans leur opposition à la signature d'un accord gazier entre la Jordanie et Israël. Et peut-être pour finir, ça fait un peu le lien avec le cœur de l'article aussi, je n'ai pas rangé tous les élus du Front d'Action Islamique dans la catégorie des opposants, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En effet, malgré tout ce que je viens de dire, il y a quand même des élus que je considère comme étant des élus désabusés, parce que c'est des élus qui sont en fait très déçus
du peu de résultats tangibles à leurs yeux qu'ils parviennent à obtenir dans une institution du coup qui est déjà dotée de peu de pouvoir et qui est susceptible aussi, comme dans d'autres contextes nationaux d'ailleurs, d'être aisément contournée. Voilà. Merci beaucoup. Alors on passe des primo-députés étudiés par Camille aux novices étudiés par Déborah. Donc ton article porte sur l'Assemblée tunisienne après les situations révolutionnaires, donc entre 2011 et 2015, c'est-à-dire dans un premier temps l'Assemblée constituante tunisienne et ensuite la première Assemblée des représentants du peuple. Et en particulier, tu t'intéresses aux femmes dans ce contexte. Donc pourquoi ce choix de se concentrer sur les trajectoires de femmes et en particulier aux femmes du mouvement Ennahda? Oui, merci. Alors en fait, cet article, c'est une partie de ma thèse qui s'inscrit dans une recherche beaucoup plus large, mais il tire un fil qui m'a beaucoup intriguée à partir du moment où je suis entrée sur le terrain, où je suis entrée au Parlement tunisien. Ce qui m'a beaucoup frappée, c'était le mélange de novices, de novices, d'outsiders, comme je les appelle ici, et d'anciens opposants à Ben Ali. Donc en fait, on a des députés, donc il y a 217 élus au Parlement tunisien, et sur ces 217 députés, seuls 2 d'entre eux ont déjà occupé un mandat électif avant la Révolution. Donc c'est dire si le taux de renouvellement du personnel politique élu est important. Ensuite, si on regarde un petit peu comment se répartit, de quoi est composée en fait cette nouvelle population d'élus, on voit un mélange de gens qui n'ont jamais pris part à la vie politique du pays, qui ne se sont pas engagés dans des partis politiques, mais qui ne se sont pas non plus engagés dans des associations, dans des structures syndicales. Et puis, on voit aussi, à l'inverse, d'anciens opposants à Ben Ali, pour lesquels l'entrée au Parlement, c'est vraiment l'aboutissement d'une très longue trajectoire. Donc on a des gens qui militent depuis 40 ans, et puis des gens qui ont commencé à s'intéresser à la politique avec la Révolution. Et puis ce qui m'a aussi intéressée, c'était le caractère assez transgressif de ces élus par rapport aux normes politiques d'avant la Révolution. Parce que les gens qui entrent dans l'Assemblée, donc les députés qui sont élus en 2011, ce sont donc des gens qui n'appartiennent clairement pas au sérail, si vous voulez, et qui débattent un petit peu dans tous les sens de la situation et de ce qu'il faut faire. Il y a très peu de normes qu'on peut percevoir, très peu de protocoles qui sont suivis. On a l'impression, quand on entre dans cette assemblée, que tout se fait un petit peu de manière très informelle et que toutes les règles sont en train d'être débattues et mises en place sans que personne ne s'y astreigne. Et on trouve du coup des situations qui sont assez paradoxales. Par exemple, les députés qui ont toutes les caractéristiques sociales de l'ancienne élite, celle d'avant la Révolution, appartiennent à l'opposition. Ce sont des gens qui sont marginalisés, qui n'ont pas les présidences des commissions, qui ne savent jamais quand ont lieu les commissions ni dans quelle salle. Alors que, inversement, en fait, la majorité, elle est pour beaucoup composée d'élus dont certains disposent d'un capital d'opposition, c'est d'anciens militants à Ben Ali et à Bourguiba, mais ils ont aussi très peu de ressources économiques, très peu de ressources culturelles, ou du moins des ressources culturelles différentes de celles de l'élite traditionnelle. Ils ne sont pas forcément très bons francophones, ils n'ont pas forcément fait des études en France, ils ne sont pas forcément tournés vers, on va dire, le nord de la Méditerranée, ils sont moins extravertis, ils sont plus tournés vers le voisinage arabe de la Tunisie. Ils ont fait davantage des études à l'université tunisienne, par exemple. Et en plus, ils n'appartiennent pas, dans la majorité des cas, aux élites, on va dire, un petit peu classiques d'avant 2011. Et du coup, dans mon article, en fait, je fais l'histoire d'un groupe qui m'est apparu au départ comme socialement, c'était vraiment les dominés des dominés, si vous voulez. C'est les femmes d'Ennahda. Donc, elles ont un triple stigmate, ces femmes. D'abord, elles sont femmes dans un univers politique qui est totalement andronormé, qui est dominé par les hommes. Ensuite, elles sont quasiment toutes, sur 44 députées femmes, elles sont 43 à porter le voile au sein du Parlement, ce qui est considéré comme très transgressif. D'ailleurs, quand les députés de l'opposition parlent des femmes élues d'Ennahda, ils les appellent les voilées, ils discutent de celle-là, elle porte le voile, celle-là, elle a mis son voile il n'y a pas longtemps, celle-là, elle enlève le voile parfois. Enfin, c'est vraiment un sujet de préoccupation. Et en fait, ce voile au sein des institutions publiques, il est très transgressif puisque jusqu'à 2011, il était interdit. Et enfin, troisième stigmate, c'est des femmes qui ne viennent pas
des centres de pouvoir, au niveau des origines géographiques. Soit elles viennent de la diaspora parce qu'elles ont été exilées ou parce qu'elles vivaient, parce que c'était des émigrés qui vivaient souvent en France. Et on a beaucoup de femmes élues qui viennent des circonscriptions de France et du monde arabe. Et puis elles viennent aussi de la campagne, elles n'ont pas toujours des origines citadines, bien au contraire. Et du coup, en fait, c'est à cause de ce triple stigmate, un stigmate de genre, un stigmate de classe, un stigmate d'engagement idéologique, que je les ai appelés des outsiders. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'est qu'au fur et à mesure du temps que j'ai passé à l'Assemblée constituante d'abord, et puis à l'Assemblée des représentants du peuple ensuite, ces outsiders, elles sont pour partie devenues de véritables insiders du changement de régime tunisien. Elles ont pris vraiment position au Parlement, elles se sont imposées comme les chevilles ouvrières du travail constituant et elles ont vraiment imposé leur marque à la nouvelle constitution et ensuite à la fabrique de la loi. Et donc mon article, il raconte comment elles se sont fait leur place au sein de cet hémicycle et à quel prix. Donc pour dire quelques mots de ces femmes, au niveau social, je vais prendre quelques exemples, mais en fait, j'ai essayé d'objectiver leur position parce que quand je suis arrivée en Tunisie, c'était fin 2012, j'ai été confrontée à un discours extrêmement violent de classe, en fait, sur qui étaient ces nouveaux élus. Donc, quand je discutais avec des professeurs d'université, par exemple, ils me disaient « les députés, c'est des singes, on leur jette des cacahuètes, ils viennent du RIF, ils sont pas du tout... ils appartiennent absolument pas à l'élite, ils n'ont pas le niveau. » Il y avait ce terme qui revenait en permanence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas le niveau ? Donc, j'ai essayé d'objectiver un petit peu qui étaient ces députés en constituant une base de données, une base de données qui n'existait pas parce qu'à cette époque, l'Assemblée constituante, c'était une boîte noire, on ne savait pas, elle publiait très très peu de données, on n'avait pas les CV des députés, et puis ces députés, c'était des illustres inconnus, puisque... Comme je vous le disais, seulement 2 d'entre eux avaient déjà eu des mandats électifs. Aucun d'entre eux n'avait appartenu au RCD, au Rassemblement constitutionnel démocratique, qui était l'ancien parti de Ben Ali. Donc ils étaient très très peu connus. Donc j'ai essayé de coder leur propriété sociale pour essayer d'objectiver leur position sociale. Quelles études ils ont fait, d'où ils viennent, que faisaient leurs parents, de quel milieu social ils viennent, voilà, globalement. Et en fait, ce que j'ai pu voir, c'est que ces femmes, et notamment ces femmes d'Enarda, qui représentent en fait la majorité des femmes au sein de l'Assemblée, parce que il y a un principe de parité dans la loi électorale tunisienne, mais ce principe de parité, ce n'est pas un principe de parité verticale, c'est un principe de parité horizontale. Donc, c'est-à-dire que plus un parti a d'élus, plus il va avoir un groupe parlementaire féminisé, plus il va y avoir des femmes au sein de son groupe. Et donc, évidemment, le seul parti qui a réussi à obtenir plusieurs députés élus dans chaque circonscription, c'est le mouvement Enarda. Et donc, les femmes députées à l'Assemblée, c'est à 70% des femmes du mouvement Enarda. Sur 67 femmes, 44 femmes nardaouis, les 2 tiers, c'est assez majeur. Et donc ces femmes, elles viennent largement du sud du pays et de la diaspora. Elles sont quand même relativement diplômées, elles ont un haut niveau de master et de doctorat. Mais en fait, si on regarde un petit peu par rapport aux anciennes élites, aux élites traditionnelles, elles n'ont pas des doctorats dans les disciplines qui priment symboliquement, si vous voulez. Elles ont des doctorats en littérature, elles ont des doctorats en théologie, en sciences humaines et sociales, et elles ont plutôt fait leurs études en Tunisie. Enfin, elles appartiennent largement à la classe, on va dire, moyenne éduquée, et surtout, elles ont des professions qui leur garantit un ancrage social, local très important. Donc vous allez avoir beaucoup de femmes qui sont enseignantes dans le secondaire, par exemple, et qui du coup sont très connues par les familles, qui sont très connues par les jeunes électeurs, qui sont très connues parce qu'elles ont vu plusieurs promotions d'étudiants arriver au bac et ainsi de suite. Donc elles ont comme ça un réseau local qu'elles peuvent mobiliser et je pense que c'est pour ça qu'elles ont été investies par le mouvement Enarda au moment de la confection de la constitution des listes électorales. Cependant, dans ce panorama, on a quand même quelques exceptions
Et ça, je pense que c'est aussi intéressant du point de vue de la stratégie du mouvement Enarda, qui va être une stratégie de normalisation. Il s'agit pour ce mouvement d'apparaître comme un parti d'État, un parti capable de diriger les institutions du pays. Et du coup, ils sont allés chercher aussi des femmes de l'élite qui ont une parentèle extrêmement célèbre, faite notamment d'Oulema, de savants de la Zitouna, qui est la grande université islamique de Tunis. Donc voilà, c'est un petit peu contrasté. Donc vous avez globalement des femmes qui viennent de la classe moyenne éduquée, avec quelques personnes comme ça qui viennent de grandes familles, et puis aussi quelques députées femmes qui viennent vraiment de la toute petite bourgeoisie, avec une ascension sociale extrêmement récente. Par exemple, au sein d'une famille de 8 enfants, la seule qui a fait des études, et qui a fait des études de droit, mais qui travaille comme secrétaire pour financer ses études de droit dans une petite ville de province. Voilà, on a ce type de profil-là. Et donc, en fait, moi, ce qui va m'intéresser, c'est la manière dont ces femmes vont réussir à s'imposer au sein de l'Assemblée et à transformer, en fait, à la fois à transformer les manières de faire au sein de l'Assemblée et en même temps, la manière dont l'institution va aussi transformer les manières de faire de ces femmes, parce qu'elles vont être profondément transformées par leur expérience au sein de l'Assemblée. Alors, sur ces manières de faire, justement, dans l'article, tu parles d'apprentissage du travail parlementaire. Alors comment est-ce qu'on peut saisir ces transformations, ces changements de pratiques au sein en tout cas de l'Assemblée constituante, d'abord dans un premier temps? Alors là, je crois que c'est vraiment l'observation en fait, et la présence au long cours sur le terrain qui m'a sensibilisée à ces questions-là. En arrivant à l'Assemblée, j'avais un petit peu l'idée que ça allait être un laboratoire, un lieu d'apprentissage pour les élus. Et tout le monde me parlait de formation. Donc voilà, les élus, j'avais l'impression qu'ils passaient leur temps en formation. Effectivement, comme c'était des novices, il y avait beaucoup d'organisations internationales qui leur proposaient tout un programme de formation. Et en fait, ce qui m'a semblé vraiment important, c'est que ce qui est important dans les formations, c'est pas seulement le contenu, c'est aussi, donc c'est pas seulement les savoir-faire, c'est aussi tous les savoir-être que du coup les élus acquièrent par leur fréquentation des acteurs internationaux, par leur fréquentation d'autres députés, par les voyages qu'ils vont faire. Et ces organisations internationales, elles faisaient très attention en fait à mobiliser les femmes, à ce qui est toujours au sein des groupes qui allaient être formés des femmes. Et donc en fait les femmes d'Enarda, comme c'était la plupart des femmes, la majorité des femmes à l'Assemblée, elles ont vraiment été très ciblées par ces formations. Donc ça, c'était d'abord au niveau de l'Assemblée. Et puis ensuite, il y a eu une prise de conscience au sein du mouvement Enarda en lui-même de ce qu'il était nécessaire de former les députés. Et du coup, vous avez eu un mécanisme d'apprentissage un petit peu par les pairs, où les femmes issues de grandes familles allaient éduquer les autres. Donc, par exemple, en discutant avec une élue qui vient du centre de Tunis, qui a un cabinet d'avocats qui est extrêmement connu au centre-ville, elle et son mari. D'ailleurs, elle a été courtisée par plusieurs partis politiques en 2011 qui lui ont proposé d'être sur leur liste, parce que tous les partis politiques cherchaient des femmes, il y avait cette obligation de parité, et les partis politiques étaient très très peu féminisés, donc ils se battaient pour recruter les femmes qui avaient un capital un peu de notabilité locale, qui avaient des ressources locales en fait, qui étaient connues. Et donc elle m'a carrément expliqué, bien sûr on organise des formations, et d'ailleurs moi j'ai appris aux députés comment on mange, comment on parle, comment on se comporte, et puis progressivement, en entrant dans le détail, je découvre que le parti a aussi donné des consignes extrêmement strictes aux députés femmes sur leur manière de s'habiller et sur leur manière de parler avec des acteurs internationaux, donc moi par exemple. Et donc, par exemple, alors qu'au début, ces femmes, quand je les voyais dans l'hémicycle et à l'Assemblée, elles portaient vraiment des tenues modestes, pas de maquillage, pas forcément de chaussures à talons, et bien progressivement, en fait, on va leur donner la consigne de jamais parler à un acteur international et surtout pas à un journaliste sans maquillage et sans talons. Donc, on va avoir vraiment des injonctions comme ça extrêmement fortes en fait sur le corps de la femme musulmane, et qui sont assez violentes, qui ont été parfois bien vécues, parfois moins bien vécues. Il y a une élue d'un autre parti politique qui m'a expliqué un jour, par exemple, qu'elle n'avait pas le droit de prendre de poids ni d'avoir de petite amie parce que tout ce qu'elle faisait était extrêmement surveillé et qu'il fallait qu'elle continue de se conformer à l'image de parti branché et jeune que le parti voulait donner. Donc voilà, il y a toutes ces injonctions-là que je pense on saisit en étant présent en fait, de manière quotidienne à l'Assemblée
Aussi peut-être parce que je suis moi-même une femme et que du coup ça m'a aussi donné accès à ce monde un petit peu privé, hein, en fait, à l'Assemblée nationale constituante tunisienne, donc c'est le palais du Bardo. Et c'est un site qui est public, vraiment, on a l'impression que les élus sont que les locataires des lieux. Tout est fait pour donner cette impression-là. Les députés n'ont pas de bureau. Alors que ceux qui ont des bureaux, c'est les administrateurs. Et les bureaux des administrateurs, ils sont vraiment inaccessibles. Il y a un nouveau palais et un ancien palais. Et dans l'ancien palais, il y a les administrateurs et le bureau du président. Mais les députés, eux, ils sont contenus, en fait. Ils sont confinés au nouveau palais. Et du coup, ils sont là, il y a des grands canapés partout dans les salons. Et donc, en fait, c'est très facile d'aller discuter avec eux parce qu'ils sont tous dans l'espace public. Et il n'y a aucune séparation entre l'espace qui est réservé aux visiteurs, aux observateurs, et l'espace qui est réservé aux députés, en dehors de l'hémicycle. Donc, j'ai eu accès à la cantine des députés, à la buvette, des choses auxquelles on n'aurait jamais accès quand on fait du terrain à l'Assemblée nationale française, par exemple, où il faut des cartes différentes pour aller dans les différents lieux. Et là, du coup, je voyais, le fait de pouvoir aller un petit peu partout comme ça m'a aussi montré que les seuls espaces vraiment privés, c'était les salles de groupe. Et ces salles de groupe, elles étaient complètement investies par les femmes, parce que les hommes allaient à la buvette, alors que les femmes, et notamment les femmes du groupe Enarda, elles étaient dans les salles de groupe qu'elles avaient aménagées de manière extrêmement sympa d'ailleurs. Il y avait toujours de quoi manger, il y avait toujours des photocopies avec les plannings des commissions. Donc c'était extrêmement bien organisé, extrêmement méthodique. Et puis ensuite, donc progressivement, le nombre de gens qui fréquentent le Parlement, le nombre d'observateurs augmente. Je vous disais au début, ces femmes, elles rencontrent les internationaux, les observateurs, parce qu'elles suivent des formations. Mais ensuite, progressivement, ce sont les internationaux, les observateurs, les membres d'ONG qui vont se rendre au Parlement. Et là, on a vraiment une différence, je disais au tout début, quand je présentais un petit peu les objectifs du numéro de ce dossier, que les parlements, c'était de formidables caisses de résonance de l'actualité. Et là, vraiment, le Parlement tunisien, il est devenu d'un lieu mal aimé, délaissé, dans lequel il n'y avait absolument personne, à part les députés quand ils venaient, à un terrain totalement saturé d'acteurs internationaux qui s'intéressaient donc à la réussite, à l'adoption de la Constitution. Et il y a vraiment eu un point tournant à partir de la fin du dialogue national, à l'automne 2013, quand les députés reviennent au Parlement pour débattre de la dernière mouture du texte constitutionnel. Là, on se retrouve dans une assemblée qui est vraiment pleine à craquer de gens qui appartiennent à des associations tunisiennes, à des organisations internationales, à toutes les grandes chaînes télévisées francophones, arabophones, anglophones et ainsi de suite. Et en fait, ce qui s'est passé, et je pense que ça a joué vraiment un rôle fondamental, c'est que ces interlocuteurs étrangers, ils sont allés vers les femmes députées élues. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés vers les femmes élues d'Enarda ? Parce qu'en fait, c'est celles qui étaient tout le temps là. Comme elles n'avaient pas de responsabilité au sein des partis politiques, on ne les attendait pas au siège des partis politiques, on ne les attendait pas à manifester dans la rue. Et du coup, c'était toujours celles qui assuraient une présence minimale en commission. C'était toujours celles qui avaient leur dossier à jour, c'était toujours celles qui préparaient les amendements. Et du coup, elles ont spécifiquement investi d'une manière très particulière cet espace parlementaire et elles s'y sont spécialisées. Un certain nombre d'entre elles étaient avocates ou avaient des compétences juridiques. Je vous disais qu'il y avait beaucoup d'enseignantes, il y a aussi beaucoup d'avocates. Et du coup, elles ont été mises en avant par le mouvement Enarda comme un peu les chevilles ouvrières du texte constitutionnel. Mais elles ont été mises en avant par le mouvement à l'Assemblée aussi parce que les hommes étaient ailleurs, en fait, dans une certaine mesure. Et du coup, il y a vraiment eu une espèce de division genrée des rôles politiques qui s'est mise en place et qu'on pouvait voir de manière extrêmement nette, par exemple, si on prend l'exemple des rapports entre le président de l'Assemblée et la vice-présidente. Donc on a un président de l'Assemblée qui est une grande figure historique de la gauche, le docteur Moustapha Benjafar, qui est médecin, qui appartient à une grande famille tunisoise. Et il travaille en binôme avec la vice-présidente. La vice-présidente, c'est Mme Meherzia Al Abedi, qui est élue d'Enarda, qui a vécu la plus grande partie de sa vie en France, qui est interprète, qui a écrit beaucoup de livres sur l'œcuménisme, qui s'est beaucoup engagé dans le dialogue interreligieux. Et en fait, entre eux, il va vraiment y avoir une répartition du travail où Mme Meherzia Al Abedi, elle organise les séances, c'est elle qui tient
le perchoir qui préside les séances plénières dans l'hémicycle. C'est elle qui organise le travail en commission, c'est elle qui distribue les temps de parole, c'est elle qui prend des notes, par exemple, pour savoir, elle a plein de petits papiers sur lesquels elle note toutes les interventions des députés. Donc c'est elle qui sait qui et pourquoi, globalement, au sein de l'Assemblée. Tandis que Moustapha Ben Jaafar, ça va être celui qui assure le dialogue entre les différents présidents de groupe, c'est lui qui organise les réunions à l'extérieur de l'Assemblée, qui reçoit les membres des partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée, et ainsi de suite. Donc vraiment, les femmes, elles vont s'imposer en fait comme cheville ouvrière de ce travail constituant. Et puis, elles vont consolider en fait leur position par la suite à l'Assemblée des représentants du peuple, en prenant de plus en plus de poids à l'intérieur des structures, des commissions, de la plénière, et ainsi de suite. Et ça, je crois que c'est vraiment le travail ethnographique, l'observation, et puis les entretiens répétés, le fait de faire tous les mois un entretien avec la même députée, par exemple, pendant 2 ans, qui permet de montrer, de rendre compte un peu finement de cette évolution. Alors, sur cette vice-présidente, d'ailleurs, j'avais relevé, tu la cites assez longuement à un moment, et on voit comment son travail et sa rigueur est valorisée. Je la cite dans ton article, enfin, je cite ce que tu dis d'elle dans son article. Elle dit, là, moi, j'ai été assez ferme en limitant le temps de parole. Celui qui parle plus de 2 minutes est coupé. Et puis elle poursuit, au début, j'ai eu droit à tout, j'ai même été insultée copieusement, mais ça a fini par payer parce que les mêmes collègues qui m'invectivaient pour ça regrettaient ma fermeté quand je ne présidais pas les séances plénières. Vous savez quoi, sans prétention, je pense que j'ai donné une image sur la femme au pouvoir, la femme qui dirige par cette fermeté-là, avec ce qui est positif et ce qui est négatif. Et ça, c'est vrai que c'était un propos assez intéressant sur la valorisation aussi de cet investissement et la manière de s'investir dans l'arène parlementaire. Là-dessus, justement, en fait, moi, ce qui m'a pas mal intéressée, c'est que souvent, quand on regarde les travaux qui portent sur les femmes en politique, on a toujours des choses sur la manière dont elles sont douces, elles sont empathiques, elles vont avoir une manière d'arrondir les angles comme ça, alors qu'en fait, là, c'est absolument pas ça qui ressortait des entretiens. C'est plutôt les femmes, en fait, à l'Assemblée, elles sont en train de... On met en avant leur efficacité, leur rigueur, leur respect de l'ordre. On est dans ce moment, on essaie de se battre pour mettre en place des procédures, et c'est un peu l'enjeu pour la majorité nardaoui, d'arriver à mettre en place ces procédures. Et du coup, les députées femmes, elles sont vraiment là pour faire respecter ces procédures. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, en tout cas que j'avais pas tellement lu ailleurs jusque-là. Alors peut-être une dernière question avant d'élargir le débat. Qu'est-ce que cette étude sur le Parlement finalement nous dit du changement de régime en Tunisie? Je pense aux 3 inflexions, donc 2011, la séquence révolutionnaire, 2014, tu parles de première élection législative routinière, donc dans le cadre de la nouvelle constitution, et puis 2021-2022 avec la fermeture du palais Bardo. Qu'est-ce que cet angle du Parlement nous dit de tout ça? Oui, alors c'est vrai que j'aurais pu commencer par là. Le Parlement sur lequel j'écris, aujourd'hui, il n'existe plus. Il est fermé. Il a été d'abord occupé par l'armée le 25 juillet 2021, et puis ensuite en mars 2022, il a été purement et simplement fermé. Il a été remplacé très récemment par une assemblée dont on ne connaît pas encore totalement la forme. On attendait normalement la nouvelle constitution qui a été mise en place par le président Kais Saïed après son coup d'État. C'est un régime bicaméral, il devait y avoir 2 chambres. Et en fait, là, pour l'instant, on a juste eu le 17 décembre des élections, un premier tour d'élection. On ne sait pas encore quand aura lieu le second tour des élections. Et plus rien n'est dit au sujet de l'élection de la seconde chambre. Donc voilà, on ne sait pas trop vers où ça va. Et alors, je crois qu'étudier le Parlement tunisien, ça permet en fait de rendre compte à la fois de toutes les ambiguïtés et les contradictions internes au changement de régime. Souvent, on est toujours tenté, ce qu'on a envie de faire, moi la première, quand je suis arrivée en Tunisie en master, j'avais très envie d'essayer de donner un sens, une trajectoire, quelque chose d'assez franc en fait. On voulait savoir vers où ça va, comment est-ce qu'on peut rendre lisible ce changement de régime, est-ce que ça va être une transition démocratique réussie ou non. Et en fait, je crois qu'étudier le Parlement, ça souligne toute la complexité de la chose. Ce qu'on peut voir, c'est des pratiques et des dynamiques qui sont totalement contradictoires. D'un côté, on va avoir tout un ensemble de choses qui vont dans le sens d'un renforcement de la démocratie.
énormément d'expérimentations démocratiques. La mise en œuvre de politiques de transparence, par exemple, où toutes les plénières étaient filmées et transmises en direct à la télévision nationale. Les commissions les plus importantes étaient live-tweetées en français et en arabe. Les plénières étaient live-tweetées au départ par une ONG, puis ensuite par l'Assemblée elle-même. Les députés ont commencé à rendre des comptes. Donc, ils justifiaient leurs absences, ils expliquaient leur vote, ils ont commencé à communiquer sur leur travail. Dans le même temps, on a aussi eu des dynamiques d'affirmation de la nécessité de renforcer la justice sociale, les droits économiques et sociaux, de dialoguer entre les différents acteurs, acteurs de l'opposition et acteurs de la majorité au sein du Parlement, mais aussi acteurs extra-parlementaires et acteurs parlementaires. Je crois que c'était une des forces de l'Assemblée constituante que de recevoir des membres de partis politiques ou de forces politiques qui n'avaient pas de siège à l'Assemblée. Donc il y avait vraiment un dialogue extrêmement fort et puis il y avait aussi une ébauche de consolidation des droits de l'opposition qui était très important. Et ça, on le voit aussi. Et d'autre part, en fait, ce qu'on voit aussi, c'est tout un ensemble de pratiques qui vont dans le sens d'une restauration autoritaire, qui nous font nous dire qu'en fait, les choses ne sont pas si simples que ça et qu'on ne va pas forcément de manière continue et unilatérale vers un mieux, vers une démocratisation pure et simple. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est énormément de députés qui se conforment à des pratiques qui existaient déjà, qui ajustent leur comportement à des choses qui se faisaient sous l'Ancien Régime, à des pratiques de clientélisme, de stratégies d'implantation institutionnelle. Par exemple, la plupart des députés, quand je leur demandais de me parler de leur travail au niveau local, ce qu'ils faisaient au niveau de leur circonscription, ils m'expliquaient qu'en fait, ils étaient débordés par les dossiers. Alors, qu'est-ce que c'est les dossiers ? C'est leurs électeurs qui apportent leurs dossiers pour qu'ils leur permettent d'avoir accès à un poste dans la fonction publique. Et donc, ils passaient leur vie à courir dans les ministères, dans les administrations, pour essayer de trouver des postes dans la fonction publique à leurs électeurs. Et ça, c'était des pratiques qui existaient avant la Révolution et qui ont été reconduites. Et en fait, et d'ailleurs, elles ont été d'autant plus reconduites que les députés qui ont été élus en 2011 ou les candidats malchanceux en 2011 ont interprété leur échec relatif aux élections dans un sens de « on n'a pas fait suffisamment de clientélisme ». Et donc, en fait, pour gagner les élections en 2014, il faut arrêter de parler de programme au niveau national, il faut arrêter de parler d'idéologie, il faut parler d'emploi, il faut parler de ce qu'on va faire pour la ville, il faut parler de développement local, et il faut être capable de redistribuer des ressources publiques à des fins privées. Et donc tout ça, c'est des dynamiques qu'on saisit de manière extrêmement saillante en fait au Parlement. Et du coup, je crois que être au Parlement, ça permet de saisir toute cette intrication, en fait, si vous voulez, entre approfondissement démocratique d'un côté et puis restauration autoritaire de l'autre. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi que le Parlement, c'est un lieu où on débat en permanence de l'actualité. Donc, par exemple, après, il y a eu des assassinats politiques de grandes figures de la gauche au printemps 2013, le 6 février 2013. Chokri Belaïd, un avocat de gauche extrêmement connu qui avait pris position pour défendre les manifestants du bassin minier Argafsa en 2008, est assassiné devant sa porte. Quelques mois plus tard, le 25 juillet 2013, c'est Mohamed Brahmi, qui est député à l'Assemblée, élu de gauche à Sidi Bouzid, donc dans la ville qui est un peu le berceau de la Révolution, qui est à son tour assassiné devant sa porte. Et à chaque fois, en fait, ces événements, ils ont donné lieu, donc ces assassinats, ils ont donné lieu à des crises extrêmement importantes au Parlement. Donc, par exemple, le jour de l'assassinat de Chokri Belaïd au Parlement, j'ai vu des descriptions. Alors moi, je n'étais pas sur place à ce moment-là, mais j'ai reçu des descriptions d'amis qui étaient là-bas et qui me disaient « tout le monde court dans tous les sens, tous les groupes sont en réunion à huis clos, on ne sait absolument pas ce qui se passe, tout le monde parle de coup d'État, d'une possibilité d'un renversement. » Et puis ensuite, quelques mois plus tard, quand il y a eu deux choses. Il y a eu l'assassinat de Mohamed Brahmi, et puis quelques semaines avant, il y avait eu le coup d'État en Égypte, la campagne Tamarod, et puis la prise du pouvoir par le maréchal Sissi. Et là, pour le coup, j'étais sur place. Et en fait, ce jour-là, Enarda a tenu une réunion à huis clos dans l'ancien hémicycle, qui était l'hémicycle dans lequel avait été adoptée la constitution de Bourguiba, puisque c'était la seule pièce qui était capable d'accueillir tous les 89 députés du groupe Enarda.
Et les hurlements, en fait, les gens étaient tellement à cran et les gens n'étaient tellement pas d'accord que nous, on attendait devant la porte avec d'autres observateurs, en fait, et on entendait vraiment que personne n'était d'accord sur la ligne à suivre, qu'il y avait une partie des députés qui disaient que s'ils ne cédaient pas maintenant sur toute la ligne pour la Constitution, il allait y avoir un coup d'État et qu'ils allaient être en prison, d'autre part, d'autres qui disaient bah non, on est élu, on a une légitimité électorale, donc on tient bon. Donc voilà, on voit vraiment comment en fait, l'actualité régionale, internationale et puis nationale se répercute systématiquement au Parlement. Donc je crois que ça permet aussi de rendre compte de la diffraction de la crise. En fait, on a toujours une espèce de succession de crises qui se répercutent les unes sur les autres sans jamais qu'on y trouve d'issue. Et ça, je crois que c'est aussi une des caractéristiques du changement de régime et des crises politiques et des révolutions, qu'on ne voit pas toujours l'issue à la crise, en fait, et que parfois on a juste l'impression d'être complètement d'être dans un temps qui est complètement suspendu, en fait, dans lequel les crises s'enchaînent sans jamais qu'on trouve de solution. Voilà. Merci beaucoup. Alors peut-être une question, mais rapide à toutes les deux, puisqu'on est quand même intrigués par cet accès au Parlement que tu as déjà évoqué, Déborah. Mais vos articles donnent à voir des morceaux d'enquête. Et en fait, tout simplement, comment on entre au Parlement en Jordanie et en Tunisie? Peut-être Camille d'abord. Ouais. Oui, merci. Du coup, peut-être moi juste pour préciser, moi j'ai fait des enquêtes de terrain au début de ma thèse, de septembre 2019 à mars 2022. En gros, 7 mois d'enquête de terrain répartis sur 2 ans et demi. Et moi, ce que je faisais avant tout, c'était des entretiens avec les députés, donc tous des entretiens en arabe, et une partie en anglais. Et puis beaucoup d'observations, comme je le disais aussi, donc dans les bureaux des députés, dans les couloirs du Parlement, pendant les réunions de commissions et groupes parlementaires et tout. Et je faisais également des entretiens avec l'entourage familial et professionnel des députés, notamment leurs assistants parlementaires. Et donc pour dire 2 mots de cet accès au terrain, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'au début, avant de commencer mon enquête, j'avais très peur que l'accès au terrain soit très difficile. Je m'attendais à jamais obtenir d'autorisation officielle, j'avais peur que ça prenne des plombs, j'avais peur de passer par des contrôles de sécurité très longs. Et en fait, j'avais même peur que essayer d'entrer au Parlement, ça compromette ma présence en Jordanie en elle-même, parce que les chercheurs et chercheuses peuvent à peu près naviguer librement en Jordanie, mais j'avais quand même eu vent de quelques doctorants qui s'étaient du jour au lendemain vu refuser l'accès au territoire. Et du coup, je me rendais pas compte à l'époque si l'entrée au Parlement pouvait constituer un peu une ligne rouge à pas franchir. Et en fait, ce qui m'a beaucoup surprise, et heureusement surprise, c'est que en fait, ça a été très facile d'accéder au Parlement. J'avais décidé au début essayer d'y aller sans autorisation officielle, et en fait, j'en ai jamais eu besoin. Pour dire les choses très concrètement, quand je vais au Parlement, je n'entre pas par la porte principale, j'entre par une petite porte sur la droite, qui est l'entrée des visiteurs et des visiteuses, en fait, des citoyens et citoyennes qui viennent rencontrer leurs députés. Et j'ai juste à annoncer aux gardes et fonctionnaires qui travaillent là mon entretien, mon rendez-vous avec tel ou tel député. Entretien que j'ai généralement fixé par téléphone ou par WhatsApp. Et là, j'attends quelques minutes et on me donne mon badge et après, je peux circuler librement dans les couloirs et dans les bureaux. Et en fait, je pense qu'en 2-3 ans, on m'a jamais... C'est arrivé une fois qu'un membre du personnel parlementaire me demande si j'avais une autorisation officielle. Mais sinon, on ne m'a jamais posé de questions. Et pourtant, je ne passe pas très inaperçue au Parlement. Et pendant plusieurs semaines d'affilée, on me voit tous les jours. Et tout. On ne m'a jamais trop posé de questions. Pour entrer en commission et groupe parlementaire, ça a pris un peu plus de temps, parce qu'il faut aussi oser. Je pense que j'aurais pu y entrer peut-être plus rapidement, mais je n'osais pas. Généralement, ça se passait où je faisais plusieurs entretiens avec un ou une députée, on s'entendait bien et je me sentais assez en confiance pour demander si je pouvais venir assister aux réunions de leur groupe parlementaire ou des commissions auxquelles ils appartenaient. Mais ça n'a jamais posé trop de problèmes. Je prenais quand même des mini-précautions tout au long du terrain. Je ne sais pas à quel point ils sont utiles, mais généralement, je me présentais du coup comme une étudiante, une doctorante, la Taliba Doctora, et pas comme une chercheuse. Parce que parfois, c'est un peu plus intimidant. Je disais que j'étais étudiante en sociologie et pas en sciences politiques, qui est un terme aussi qui peut parfois avoir une connotation un peu plus intimidante. Mais donc, du coup, sinon, de manière générale, l'accès à l'institution a été très facile. Et je pense que cette facilité d'accès, elle mérite aussi qu'on y prête attention, parce qu'elle veut dire pas mal de choses. J'ai plusieurs hypothèses. Je me dis que c'est peut-être qu'on considère que de toute façon, une chercheuse n'a pas beaucoup de risques
d'accéder à du contenu sensible ou à des propos très contestataires en fait, dans cette institution. Peut-être aussi, on pense que ça peut être assez utile d'avoir une chercheuse française qui étudie le pouvoir législatif, parce que ça peut permettre de contribuer à diffuser l'image démocratique que la Jordanie essaye de diffuser à l'international. Et si je peux dire 2 mots de plus, je dis, donc il y a une grande facilité d'accès. Ça ne veut pas dire après, mais comme tous les terrains, c'est un terrain qui a aussi ses difficultés. J'en vois 2 principales. La première, c'est que, et c'est pas propre à la Jordanie, mais les députés, c'est des personnes extrêmement occupées, avec pas beaucoup de prise sur leur emploi du temps très chargé. Du coup, on me pose beaucoup de lapins. Et je me retrouve aussi souvent à attendre des heures dans les bureaux des députés. Mais souvent, c'est un mal pour un bien, ça permet de rencontrer plein de monde et de faire pas mal d'observations. Et la deuxième difficulté, elle tient plus au fait d'être une femme sur un terrain très masculin. La majorité des députés sont des hommes. Et c'est aussi une sphère parlementaire, c'est pas propre encore une fois à la Jordanie, mais c'est un terrain particulier parce que la sphère parlementaire est aussi régie par des valeurs particulièrement masculinistes. Et du coup, ça crée une atmosphère de terrain particulière. Et du coup, ça oblige à s'adapter, à adopter toute une série de réflexes pour éviter toute situation d'ambiguïté. Et c'est aussi pour ça, et je termine là-dessus, que je pense que même s'il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes au Parlement, j'ai en fait pu créer des relations beaucoup plus proches et beaucoup plus intimes avec les femmes députées, parce qu'avec elles, je m'autorisais à multiplier les situations d'entretien, à aller voir au Parlement, puis dans un café, puis dans un restaurant dîner, puis s'appeler au téléphone, etc., etc. Des choses que je ne me permettais pas avec la plupart des hommes que je rencontrais. Et du coup, ça permet aussi de collecter des données beaucoup plus fines sur la trajectoire. Donc en fait, les femmes occupent une grande place dans ma thèse, alors qu'en fait, il y en a beaucoup moins et que j'en ai rencontré moins que je n'ai rencontré d'hommes. Voilà. Oui, moi de mon côté, ça a été assez similaire en fait. J'étais surprise par la facilité avec laquelle on pouvait accéder au Parlement en Tunisie. Au début, j'ai un peu tourné autour du pot et puis je me disais qu'on allait finir par me dire voilà, il faut faire une lettre officielle, vous allez voir. Et en fait, ce qu'on m'a dit, c'est pas du tout, surtout ne demande pas d'accréditation parce que le temps que tu demandes et que tu obtiennes une accréditation, tu auras fini ton premier terrain. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner les numéros de tous les députés du principal groupe d'opposition et tous les jours, tu vas nous envoyer un petit SMS et on viendra te chercher à la porte. Donc voilà, pareil, je prenais l'entrée des députés pour le coup, qui était aussi l'entrée des observateurs et des étrangers. Et j'arrivais là, il y avait le député que j'avais appelé avant quand j'étais dans mon taxi qui venait me chercher. Et puis ensuite, du coup, on me donnait un badge et c'était terminé. Et en fait, après quelques jours comme ça, on ne me demandait plus rien du tout. Donc, il y a eu des périodes où vraiment on pouvait entrer comme ça au Parlement. Par contre, quand même, ce qui m'a donné l'accès au premier député que j'ai rencontré, enfin à la première députée que j'ai rencontrée, c'était une association, une ONG qui faisait du monitoring parlementaire. Et c'était à l'époque une toute petite ONG, ils étaient juste 4. Et puis finalement, ils ont vraiment grandi. Et ils ont eu le prix de la Fondation Chirac, ils ont eu énormément de prix, donc c'est devenu une assez grosse structure. Mais comme moi j'étais là à leur début, on faisait pas mal de choses ensemble, on se tenait au courant dans l'hémicycle, enfin dans le Parlement, dans le Palais du Bardo. On se donnait des informations sur les élus, les heures des commissions, les documents, les choses comme ça. Et ça m'a beaucoup aidée. Et puis c'est grâce à eux que j'ai rencontré un député qui est devenu mon allié de terrain en fait, qui était au départ un député de l'opposition, qui a beaucoup changé de positionnement au fur et à mesure de l'avancée du processus. Et du coup, lui, pour le coup, il m'a amené avec lui en commission, il m'a amené avec lui au resto, il m'expliquait qui était qui, comment les choses se passaient. Et c'est lui, alors au début, du coup, j'ai vu surtout les députés de l'opposition, parce que c'était eux qui étaient le plus sensibles à ma démarche. Je pense que c'était eux qui avaient le plus intérêt à discuter avec une observatrice étrangère, chercheuse. À l'époque, j'étais en master, donc c'était assez pratique. J'étais juste étudiante, en fait, c'est tout. Et puis après, j'ai commencé à rencontrer les députés de la majorité. Alors, on m'avait dit que j'arriverais jamais à discuter avec eux, qu'ils n'allaient jamais vouloir, que ça allait être très compliqué. Et puis, en fait, j'ai obtenu des entretiens avec
quasiment tout le monde, sans trop de difficultés, à ceci près que voilà, c'est des gens qui sont très occupés, donc souvent les rendez-vous sont annulés à la dernière minute. Les rendez-vous étaient quand même davantage annulés à la dernière minute avec l'opposition qu'avec la majorité, et ça je pense que c'est aussi assez significatif de la manière dont la majorité essayait de mettre en place des procédures, des normes, des règles, alors que l'opposition était plutôt dans la disruption. Et dans un peu la dernière minute. Voilà, le seul moment où je n'ai pas eu accès au Parlement et où on m'a demandé une accréditation, c'est après les attentats du Bardo. Là, voilà, et là, du coup, j'ai fait une demande d'accréditation et je l'ai obtenue et j'ai pu continuer mon terrain. Mais à ce moment-là, il y a quand même eu un verrouillage sur qui venait au Parlement et qui avait accès à quoi. Et en fait, à partir de là, et ça participe aussi à la structuration de l'institution. En fait, au départ, tout était libre, on pouvait aller partout. Et puis, progressivement, on a commencé à dire « Ah non, les internationaux, vous ne pouvez pas aller là. On va faire un espace réservé pour les journalistes. En fait, quand vous venez au Parlement, maintenant, vous devez prendre cette entrée-là. Et puis, vous allez directement à l'étage. » Et donc, on a vu comment il y avait une reconfiguration dans l'espace de la circulation des acteurs. Et ça, je pense que ça témoignait aussi d'une structuration de l'institution, de la mise en place de règles, de normes, de codes, qui étaient acceptées un petit peu par tout le monde. Merci beaucoup. Alors, on peut prendre vos questions ici ou en ligne. Je pense qu'on peut lire. D'accord. Donc, peut-être ici. Merci de vos exposés, très, très intéressants. Une question. Le résultat du travail de ces parlements, au niveau de la production de la loi, puisque c'est le pouvoir législatif, je ne sais pas s'il y a eu des commissions d'enquête. Bon, parce que en ce qui concerne la Tunisie, on a quand même dit qu'ils n'avaient pas été... Il y avait eu beaucoup de débats, mais côté production de la loi, est-ce qu'il y a eu un travail législatif conséquent? En Jordanie, j'ai encore moins d'informations. Je pense que vous pouvez répondre tout de suite. Merci beaucoup. Oui, alors c'est une question qui est d'autant plus importante qu'effectivement, comme vous l'avez bien dit, le Parlement a souvent été sous le feu des critiques comme étant particulièrement inefficace. Alors, ce qui est certain, c'est que la mise en route des travaux constituants était assez longue. C'était une mise en route très longue, la mise en place des commissions, alors qu'il y avait ce sentiment d'urgence quand même à rédiger et à adopter rapidement une constitution qui se faisait sentir et qui pesait un peu comme une épée de Damoclès sur l'Assemblée. Et cela d'autant plus qu'en fait au départ les députés, les présidents des différentes instances gouvernantes de l'époque s'étaient mis d'accord sur une espèce de feuille de route qui n'avait pas de légalité si vous voulez, mais qui constituait un engagement symbolique de leur part à écrire la Constitution en 1 an. Sauf qu'en fait, progressivement, la rédaction de la Constitution a commencé à traîner et du coup, il y a tout le travail législatif ordinaire qui est venu s'ajouter à la tâche des députés constituants. Et donc, les députés constituants, ils ont dû voter les lois de finances, ils ont dû voter les lois, les lois ordinaires. Et là-dessus, il y a eu un travail qui a été très compliqué. Il y a eu un travail qui a été compliqué parce que le dialogue avec les administrations n'était pas fluide et que le travail de coordination du gouvernement se faisait mal, aussi parce que le gouvernement, donc la majorité tunisienne de l'époque, c'est celle qu'on appelait la Troïka, c'est un gouvernement tripartite avec surtout Enarda, parti majoritaire, mais aussi 2 petits partis de gauche, qui étaient détesté par l'administration. Et souvent, aujourd'hui, on dit que, là, depuis 2019, en fait, la victoire de Kais Saied, c'est la victoire du parti de l'administration. C'est le retour des administrateurs qui ont voté contre la classe politique partisane, contre les partis politiques. Et du coup, il y a eu ce conflit qui était extrêmement fort entre administration et Parlement. Et ça, je pense que c'est venu vraiment contrarier l'avancée du processus législatif. Et ensuite, dans un second temps, il y a eu encore, comment dire, je ne vais pas parler d'inefficacité, mais les tensions et les latences dans le travail de rédaction de la loi, elles ont été d'autant plus amplifiées que l'équilibre des pouvoirs qui est issu de la Constitution de 2014, il n'est pas clair. On ne sait pas qui est-ce qui a l'initiative. Est-ce que c'est le président de la République, le président du gouvernement, Raïs el-Houkouma, donc le chef du gouvernement, ou bien l'Assemblée, sur tout un ensemble de projets. Et du coup, il y a eu énormément de tensions, notamment quand on pense au Conseil supérieur de la magistrature, quand on pense à la mise en place de la Cour constitutionnelle. Et il y aurait eu une Cour constitutionnelle
traditionnelle en Tunisie, on ne serait pas dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, parce qu'en 2019, Kais Saïed n'aurait pas pu agir comme il l'a fait. Et toute cette tension en fait, entre qui gouverne, est-ce que c'est le chef du gouvernement, est-ce que c'est le président de la République, ou bien est-ce que c'est l'Assemblée, c'est venu complètement ça a paralysé le travail législatif. Au point qu'à plusieurs moments, le président de la République, Béji Caïd Essebsi, à l'époque, entre 2014 et 2019, a agité un peu la menace de gouverner par décret-loi. En fait, quand on regardait un peu, de l'extérieur, on avait l'impression que la tension, elle était surtout forte entre le président de la République et l'Assemblée. Mais en fait, la tension, elle était surtout entre le chef du gouvernement et l'Assemblée. Et le président de la République, du coup, en tirait un petit peu parti pour se poser en arbitre. Mais voilà, je pense que vraiment, il y avait des tensions extrêmement fortes entre ces deux entités-là. La Constitution de 2014, elle met en place un régime mixte, semi-parlementaire, semi-présidentiel. Et l'interprétation du sens à donner à cet équilibre des pouvoirs, il n'a jamais été clair. Merci pour la question. Moi, pour répondre, en fait, le Parlement jordanien, c'est un peu un Parlement qui fonctionnerait comme n'importe quel autre Parlement. Donc, il y a une vraie production législative. Elle est même assez conséquente. C'est dans 99,9% des cas des projets de loi, donc des lois envoyées du gouvernement qui sont ensuite travaillées, envoyées aux commissions les pertinentes. Et dans les commissions, les députés font un vrai travail ils légifèrent, donc c'est vraiment un exercice de travailler et d'amender la loi mot à mot. Et donc il y a une vraie production législative. Après, déjà, il y a aussi toute une période d'apprentissage. Comme on le disait, c'est des députés novices. Donc cette production et ce travail législatif, il n'est pas forcément possible, ou alors il est un peu compliqué dans les premiers mois de mandat de ces députés qui doivent se former. Et même une fois qu'ils sont formés, il y a bien sûr des grandes inégalités entre les députés. Il y a des députés qui vont vraiment mener la danse. C'est déjà les députés qui appartiennent à la commission des lois, donc c'est les plus compétents, ils connaissent la loi, ils la maîtrisent, donc eux, ils sont tout à fait compétents et respectés, ils possèdent une certaine autorité parce qu'ils possèdent ces compétences. Et donc eux, en commission et en séance plénière, c'est un peu eux qui mènent la danse, qui vont être écoutés des autres députés, qui vont parfois réussir à imposer un amendement particulièrement important sur tel article. Tous les députés n'ont pas cette compétence. Et je voulais aussi dire que c'est une institution qui a une vraie production législative, mais c'est une institution qui peut parfois être contournée dans ce travail législatif. Par exemple, début 2022, le roi a lancé un grand chantier de réforme politique, et donc on a eu une nouvelle loi des partis, une nouvelle loi électorale et une nouvelle loi de décentralisation. Et au lieu que ces textes soient discutés au Parlement, elles ont été d'abord discutées au sein d'un comité royal pour la modernisation de la vie politique. Et il y avait beaucoup de députés, notamment des députés du Front d'action islamique. Mais en fait, ça ne devrait pas se passer comme ça. Ça devrait être nous qui discutons la loi. Et en fait, là, on nous amène la loi déjà toute faite. Et en gros, on est simplement censé la voter sans y apporter de modifications. Et c'est à peu près ce qui s'est passé. Mais voilà, donc c'est tout ça un peu en même temps. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour, merci beaucoup pour vos paroles, c'était très intéressant. Je voulais peut-être vous demander une question sur la typologie, celle que vous avez présentée sur le Parlement jordanien. Est-ce qu'elle s'applique en dehors de la Jordanie et sur la Tunisie en particulier? Est-ce qu'on a trouvé des désabusés là où tout était à refaire dans un Parlement où tout se construisait? Merci. Moi, pour répondre en deux mots, je ne connais pas les autres parlements, mais oui, c'est des catégories qui peuvent s'appliquer. Elles ont forcément aussi leur particularité dans leur contenu, mais il y a quand même il y a une grande littérature sur les rôles parlementaires dans les études législatives, et il y a beaucoup d'auteurs, de chercheurs et chercheuses qui se sont attelés à essayer de définir des catégories, notamment au sein du Parlement français, au sein du Parlement européen, des catégories de rôles parlementaires. Et du coup, tout en construisant ma typologie, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de catégories qui faisaient écho à des catégories formulées par des chercheurs ou
chercheurs dans d'autres situations nationales, notamment celle de l'élu désabusé. Je l'avais quand même vue une ou deux fois dans le cas du Parlement français, je crois. Celle de l'élu porte-parole. Je ne sais plus s'il y en a d'autres, mais c'est ces deux qui me reviennent. Donc dans leur contenu, forcément, elles sont spécifiques au cas jordanien et je les ai formées dans le cas jordanien. Mais je pense que si on essayait de trouver des catégories de rôle parlementaire dans la plupart des assemblées, on arriverait à des catégories à peu près, pas forcément similaires, mais qui se font écho les unes aux autres. Je ne sais pas ce qu'il en est dans le cas tunisien. Oui, en fait, ça peut aussi fonctionner dans le cas tunisien. On a par exemple des députés désabusés, effectivement. On a ceux qui vont d'abord investir énormément dans l'Assemblée et puis ensuite beaucoup moins venir. Et ça a été le cas de mon allié de terrain, où vraiment il y a eu, il est passé par plusieurs groupes parlementaires, de la majorité à l'opposition, et puis ensuite finalement il est entré dans un parti politique qui n'était pas représenté au Parlement. Il a pris ses distances avec l'Assemblée. Il y a eu tout un moment où il venait plus. Et puis ensuite il est revenu à l'Assemblée, mais alors avec de nouvelles alliances. Pour le coup, du coup, il avait décidé qu'il travaillait avec des députés indépendamment de leur parti politique, mais voilà, il fallait que ce soit des députés qui avancent, qui soient là, qui soient assez techno en fait, parce que c'était quelqu'un qui avait un profil assez techno, et donc avec lesquels il s'entendait bien. Sur le rapport aux députés de service, en Tunisie, c'est intéressant en fait, parce que justement l'Assemblée telle qu'elle a été conçue par Bourguiba, puis mise en œuvre par Ben Ali, c'est pas une assemblée dans laquelle le député joue un rôle de député de service. Et du coup, en fait, ce qu'on voit, c'est que les députés se battent pour essayer de jouer ce rôle de député de service. Et ça va être démultiplié avec la Révolution. Donc, par exemple, il y a une députée que j'ai pas mal suivie, avec laquelle on a fait beaucoup d'entretiens, qui mettait plusieurs numéros de téléphone sur sa page Facebook. En fait, elle a commencé à m'intéresser parce qu'elle n'était pas du tout connue, c'était pas du tout une figure politique connue, mais elle avait plus de likes sur Facebook que les grands leaders de la gauche tunisienne, qui sont normalement des figures qui sont très prépondérantes, qui ont une trajectoire politique longue, qui ont des soutiens en ligne, justement, de la part des cyberdissidents, qui sont plutôt à gauche. Donc ça m'a beaucoup surprise. Et en fait, en regardant comment elle travaillait, elle avait vraiment construit les choses de manière à être une députée de service, et elle le mettait en avant. Enfin, toute sa communication, c'était la distribution de couffins, la distribution de plateaux repas, de médicaments, des inaugurations. Quand on allait dans son bureau, dans la ville dans laquelle elle était élue, on voyait passer toute la journée des gens de la mairie, des gens des institutions locales, et ainsi de suite, avec lesquels elle et son directeur de campagne, qui était en fait son ancien patron. Donc il y avait une espèce d'inversion des rôles, et là encore une division genrée du travail politique, où la femme était élue et l'homme négociait derrière, en fait, en quelque sorte. Mettait en place vraiment cette structure de député de service. Et donc, du coup, le rapport au député de service n'est pas le même. Il est plus l'objet de fantasmes. Il y a tout ce fantasme sur les anciens réseaux du RCD. Alors là, tout le monde m'a parlé des réseaux du RCD. Celui qui allait gagner les élections, c'était celui qui avait réussi à racheter les réseaux du RCD. Et donc, tous les partis comme ça, même les partis qui prenaient vraiment leur distance, à la fois idéologique et puis aussi sur le plan moral vis-à-vis du RCD, avaient dit non, moi maintenant j'ai envie de gagner, donc je vais faire campagne comme tout le monde, je vais donner un peu d'argent aux gens qui donnent les places dans le souk pour avoir les bonnes places au bon endroit, je vais faire ce qu'il faut en fait, je vais faire une liste qui respecte des équilibres tribaux dans certaines régions si ça joue encore, enfin voilà, je vais jouer le jeu. Et je vais recruter aussi des gens qui ont un pied dans les centres, les chambres de commerce, les chambres d'industrie, qui ont du capital économique, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que tous ces concepts, ces rôles, ils sont investis de manière différente selon les différentes configurations qu'on étudie. Et je crois que c'est aussi l'un des intérêts d'avoir un dossier comme celui qu'on a essayé de construire. C'est un dossier qui discute beaucoup la notion de rôle parlementaire, qui dialogue avec la littérature anglophone, francophone, pas seulement sur les mondes arabes, mais aussi qui discute avec d'autres aires géographiques. L'idée, c'était aussi de chercher à désenclaver un peu l'étude de la région, pour essayer de mieux saisir un peu ce qui fait les traits saillants, si vous voulez, de la condition politique au XXIe siècle, dans ces situations de crise, de révolution permanente. Et du coup, je crois que là, tous ces concepts de rôle parlementaire, le désabusé, le franc-tireur, le porte-parole, le novice, l'apprenant, voilà, c'est des rôles qui sont investis différemment selon les cas. Et je crois que c'est aussi l'intérêt d'avoir des papiers qui portent sur des configurations différentes. Ça permet un peu de voir comment, en fonction des configurations, c'est des rôles qui vont être
travaillés, perçus et investis de manière différenciée. Si je peux juste rajouter un mot sur la question des députés de service, c'est vrai qu'en Jordanie, c'était juste pour préciser qu'en Jordanie, donc les députés essayent le plus possible de se détacher de cette image. Donc ils sont des députés qui légifèrent et qui supervisent l'action gouvernementale et c'est tout. Mais en fait, en pratique, ils peuvent pas se passer de ce rôle s'ils veulent espérer être réélus. Donc ils passent tous et toutes, ils ont généralement tous et toutes une permanence locale, un bureau dans leur circonscription. Quand leur circonscription n'est pas dans la capitale, et dans lequel ils passent au moins 1 ou 2 jours par semaine. Et c'est des endroits où j'ai aussi pu faire des observations. Et là, pendant des heures et des heures, c'est des défilés de citoyens et citoyennes qui viennent. Et donc là, soit le député va répondre un peu par des réponses symboliques. On va essayer de faire le maximum pour vous aider, même si généralement ça n'aboutit pas. Mais il y a aussi plein quand même des ressources sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. Ça peut être des exemptions de frais médicaux, des bourses universitaires, des choses comme ça. Et donc même si ce n'est pas quelque chose que les députés vont avoir tendance à mettre en avant, qui plus est dans un entretien avec une chercheuse française, occidentale, donc où ils adaptent aussi forcément en partie leur discours. Voilà, c'est quelque chose dont ils ne peuvent pas se passer s'ils veulent continuer un peu en politique, quoi. Peut-être juste une citation justement de ces députés de service, enfin de l'image que les députés que tu as rencontrés ont de cette fonction, qui mettent toujours en relation avec leur capacité à contrôler le gouvernement. Ouais. Et donc l'un d'eux dit moi je pense que le rôle de service ne doit pas être le rôle principal du député, il peut aider, mais pas si cela affecte sa force. Si j'étais avec ce ministre il y a 2 jours pour lui demander des emplois, ensuite je ne peux pas le contrôler, alors que c'est ça le rôle principal du député. Et un autre dit que c'est ça qui tue l'institution, ce qui fait aussi peut-être le lien avec cette figure des désabusés. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Oui, bonsoir, et merci pour cet exposé, ce double exposé. Moi j'ai une question à propos du Parlement koweïtien. Je me souviens qu'il n'y a pas longtemps, c'était un gouvernement très, très animé, voire turbulent, il se passait beaucoup de choses. Et puis là, il est aux abonnés absents. Tout comme le Koweït en général, d'ailleurs. Il ne fait pratiquement plus parler de lui, ce qui, par ailleurs, n'est pas une mauvaise chose dans la région. Moi, la seule chose que je peux dire sur ça, parce que je ne connais pas du tout le Koweït, mais à un moment, je voulais m'y intéresser, parce que c'est vrai que le Parlement koweïtien, je sais que c'est un peu comme la Jordanie, c'est aussi un cas de Parlement sans parti. De ce que j'ai lu, c'est aussi le cas d'un Parlement où les députés, pour se faire élire, mobilisent leur réseau de solidarité familiaux. Donc j'avais un moment envie de m'y intéresser pour faire peut-être une petite comparaison avec la Jordanie, mais je ne peux pas dire grand-chose de plus malheureusement parce que... Non, moi ça va être à peu près la même chose. C'est ce qu'on entend surtout en fait sur ce Parlement, c'est que c'est un Parlement dans lequel les ressources tribales et familiales sont extrêmement importantes. Et du coup, voilà, mais c'est globalement ça. Après, en fait, on a pas mal de travaux qui portent sur les ressources locales des députés. Ça, c'est des choses qui existent. Il y a beaucoup de choses sur l'Égypte, notamment. Il y a beaucoup de choses sur le Maroc. C'est pas des travaux qui ont le Parlement comme angle, mais c'est des travaux qui portent souvent sur les processus électoraux, les élections, les scènes électorales. Et du coup, là-dessus, on a des choses qui sont assez nourries. Mais c'est vrai qu'il y a peu de choses sur le Koweït. Ouais. Mais on prend note. Mais oui, voilà, il faudra prendre. Bonsoir, merci pour vos exposés. Moi, j'avais une question sur... donc vous avez beaucoup évoqué les novices. Juste une observation. Il me semble qu'en Europe, il y en a aussi beaucoup. Ah ouais. Même chez nous. Les novices ne veut pas dire incompétent. Parce qu'on peut avoir des anciens députés très incompétents aussi. Bref, ma question portait plus par rapport à ces novices. Est-ce que vous avez pu... construire une synthèse sur leur motivation au regard du pouvoir. Alors du coup, ça induit le fonctionnement de la structure institutionnelle de chacun des pays. Merci. Merci beaucoup. Alors oui, vous avez raison, des novices, il y en a aussi beaucoup en France. Et d'ailleurs, en 2017, quand l'Assemblée En Marche a été élue, on m'a pas mal invité en fait, à présenter le cas tunisien et à faire des comparaisons en fait, avec ce qui se passait
en France. Alors effectivement, novice ne veut pas dire incompétent, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas des ressources professionnelles qu'ils ne peuvent pas mobiliser, notamment des ressources en droit, une maîtrise des techniques d'écriture législative. Ça ne veut pas dire non plus qu'ils n'ont pas l'habitude par leur engagement associatif, puisque novice, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'engagement associatif auparavant. Et donc souvent, c'est aussi des gens qui ont l'habitude de parler, de prendre la parole en public, de s'exprimer, d'organiser des réunions, ainsi de suite. Si on regarde un peu les motivations des novices en Tunisie, elles sont assez variées. Je dirais qu'il y a 4 grands groupes. Il y a un premier groupe, c'est ceux qui se sont engagés avec la Révolution. Je crois qu'il y a quand même vraiment eu un effet de « c'est la Révolution, on a envie de faire quelque chose, on va s'impliquer d'une manière ou d'une autre ». Et pour cela... donc, c'est souvent des gens qui ont participé aux mobilisations et qui ensuite, seulement dans un second temps, sont allés, parce qu'il y avait des élections, adhérer à des partis politiques. Ensuite, vous allez avoir, et par exemple, dans cela, il y a des gens qui ont été élus sur des listes indépendantes. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Par exemple, à Guessrine, quelqu'un qui a été élu en 2011 et puis réélu en 2014, mais là sous une bannière franchement partisane. C'est un prof de droit qui est professeur à Sfax, mais qui est originaire de Sbetla, donc dans le gouvernorat de Guessrine, qui a créé une association culturelle pour défendre la région, qui est quand même une des régions qui a eu le plus de mobilisations les plus violentes, les plus violemment réprimées pendant la Révolution, qui va être élu et qui va... qui va vraiment s'impliquer énormément dans les structures administratives de l'Assemblée, et ainsi de suite, et qui va être réélu d'ailleurs en 2014. Ensuite, je pense que le deuxième groupe, c'est ceux que les partis politiques sont allés chercher. Là, c'est principalement des femmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, les partis politiques avaient l'obligation de recruter des femmes, et du coup, ils sont d'abord allés regarder dans leur premier cercle, donc les femmes, les sœurs, les filles, et puis ensuite dans les sympathisantes potentielles, dans un second cercle. Donc ça, c'est des gens qui avaient toujours baigné un petit peu dans le milieu idéologique, si vous voulez, sans jamais faire partie vraiment du parti politique. Et puis parmi ces femmes, il y a celles qui ont accepté pour rendre service au père, au mari, et ainsi de suite. Par exemple, en 2014, j'ai beaucoup travaillé sur la circonscription de Kasserine, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit que c'était intéressant de me concentrer sur un espace. Et la numéro 2 de la liste du mouvement Nida Tounes, donc Nida Tounes, l'appel de la Tunisie, qui est l'espèce de vaste coalition un peu hétéroclite, anti-islamiste, qui recomposait à la fois la gauche et les partisans de l'ancien régime. Elle, en fait, elle a été investie en deuxième position sur la liste de Nida Tounes, derrière un oligarque qui possède toutes les industries de la région et qui était, avant la Révolution, député maire de la ville et président du club de foot. Eh bien, elle, son grand-père, c'était un proche, c'était un membre du RCD, son père, c'était un membre du RCD, et du coup, il était ami avec le numéro 1 de la liste, qui est donc allé voir son père, qui lui a dit « il faut absolument que ta fille, qui est diplômée en biologie, soit candidate sur ma liste », et donc voilà, c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée là. Après, en fait, ce qui est assez... Enfin, moi, c'est ça qui m'a vachement intéressée, c'est que ces femmes-là qui arrivent un peu comme ça, par hasard, quoi, en fait, très clair, pour dire clairement les choses, elles vont se battre aussi pour investir l'espace parlementaire, et c'est pas parce qu'elles sont élues par hasard qu'elles vont rien faire au sein du Parlement. Et puis, donc, ensuite, vous avez un autre groupe, c'est toutes celles et ceux qui avaient un engagement, mais un engagement latent. Donc un engagement un petit peu comme ça, discontinu dans le syndicat étudiant, l'UGET, ou dans le syndicat, dans l'UGTT, à la centrale syndicale, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui, eux, vont être amenés à s'impliquer. Et puis ensuite, à partir de 2014, dernier groupe, il y a les gens qui représentent les intérêts économiques. Et alors là, c'est extrêmement intéressant de se focaliser sur la commission des finances pendant cette période-là, parce qu'en fait, moi, au début, je me posais bêtement la question des lobbies au Parlement, de la représentation des groupes d'intérêt.
Mais en fait, les députés représentaient les intérêts de leurs entreprises. Donc vous aviez des discours comme ça qui disaient « je suis l'avocat de tel groupe d'hôtellerie, je suis l'avocat du groupe qui fait le poulet, le lait et les yaourts, et donc dans la loi de finances, il faut qu'on mette ça ». Et donc là, vous avez des gens qui arrivent, qui sont novices, si vous voulez, en quelque sorte, parce que pas d'engagement partisan, pas d'engagement dans l'opposition, voilà, mais qui sont là pour représenter les intérêts du patronat. Et donc là, on peut un peu se demander d'ailleurs dans quelle mesure c'est véritablement des novices, s'ils n'avaient pas avant des attachements avec le RCD et ainsi de suite. Certains l'affichent, d'autres beaucoup moins. Et ce qui a été assez remarquable, c'est qu'après les élections de 2014, l'UTICA, qui est la centrale syndicale patronale en Tunisie, a organisé une fête pour célébrer l'élection de 24 de ses membres. Et donc, voilà, il y avait vraiment ce retour des intérêts économiques au Parlement qui était quelque chose qui était totalement absent de l'Assemblée nationale constituante. Merci pour votre question. Et vous avez tout à fait raison. Enfin, comme l'a dit Déborah, c'est pas du tout propre aux pays arabes et tout. Et d'ailleurs, en préparant cette présentation, j'étais allée regarder le pourcentage de novices au sein de l'Assemblée élue en 2017. Je crois que c'était 72-74%. Et donc la journaliste était 77%, mais on était très proches. Et d'ailleurs, ce qui a été écrit sur le Parlement français élu en 2017, notamment je pense aux travaux d'Étienne Aulion, moi ça m'a personnellement beaucoup aidé pour après étudier mon propre contexte jordanien. Et d'ailleurs, vous avez tout à fait raison de questionner la notion même en fait de novice, parce que parfois on se demande quel est l'intérêt d'utiliser vraiment cette notion, parce que parfois l'utiliser ça empêche de voir beaucoup de choses, parce qu'on appelle novice tout un groupe, mais en fait ce sont des individus extrêmement différents en termes de ressources qu'ils possèdent. Donc il y a vraiment des degrés de noviciat politique très variés entre, par exemple, cette femme députée mais avocate qui a fait ses études. Ouais. Je voulais juste préciser, enfin, ce qui personnellement m'a agacé en France, c'est un journaliste qui s'est permis de décrire les amateurs. Ah oui. Les amateurs. Parce que, Non, bien sûr, c'est des niveaux en effet de découverte du politique et de découverte des savoir-faire nécessaires pour de la politique très différents, quoi, entre cette prof d'anglais qui découvre la politique et celle qui est fille de ministre, qui a fait ses études à Londres, qui est avocate, qui est très à l'aise pour parler en public. Voilà, c'est des niveaux très différents de ressources quand ces personnes arrivent au Parlement. Donc la notion, c'est vrai que de novice en politique est elle-même à questionner. En termes de ressources, de motivation, je retrouve pas mal de choses dans ce que tu viens de dire. C'est assez varié, parfois pas toujours facile à comprendre, parce que quand on pose la question à un député en entretien, pourquoi avez-vous voulu faire de la politique, c'est souvent des réponses très désintéressées. Moi, je ne voulais pas, mais on m'a supplié. Du coup, je me suis présentée aux élections. Du coup, parfois, il faut essayer de creuser un peu plus pour comprendre. Mais du coup, il y a ceux, en effet, qui appartiennent à des partis politiques. Et du coup, que parfois, notamment dans le Front d'Action Islamique, qu'on vient chercher, à qui on demande de se présenter. Après, il y a aussi beaucoup ceux qui appartiennent à des grandes familles ou tribus du pays. Et généralement, avant les élections, pas toutes, mais la plupart, beaucoup de familles organisent des consultations internes en fait, pour se mettre d'accord sur le ou les candidats ou candidates qui se présenteront aux élections. Et c'est parfois dans ces moments-là que certains élus se décident à se présenter. Pour les femmes, il y en a plusieurs qui m'ont quand même expliqué en effet que c'était leur frère ou leur père ou leur mari qui leur avait suggéré de se présenter en leur promettant qu'ils couvriraient les dépenses, mais en leur expliquant que ça représentait, puisqu'il y a une règle particulière dans la loi électorale pour les femmes, il y a un quota réservé aux femmes au Parlement, et du coup certaines familles voient le quota comme une opportunité pour peut-être accéder plus facilement à un siège au niveau de l'Assemblée. Après, il y a les fils et filles d'anciens hommes politiques, généralement, d'anciens députés, d'anciens ministres, du coup, qui ont plus facilement l'idée et les motivations de se présenter. Ou il y a également aussi quelques députés qui viennent de grandes familles de gauche et qui, du coup, prennent un peu le relais. J'ai aussi beaucoup d'anciens militaires à la retraite qui prennent des retraites assez tôt, généralement qui reprennent des études, souvent des études de sciences politiques, donc en fait qui les amènent à beaucoup s'intéresser à toute l'actualité politique nationale et régionale, et du coup qui se disent ensuite pourquoi pas.
Et le dernier, peut-être la dernière catégorie, celle dont tu as parlé aussi, c'est un peu la catégorie qu'on a tendance à appeler celle des businessmen, donc les hommes, souvent les hommes d'affaires, voilà, qui ont les capacités financières pour mener une campagne électorale, qui ont aussi à cœur de représenter les intérêts patronaux, qui pensent aussi que ça peut être un bon moyen d'accéder à des marchés publics. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, les motivations sont très variées. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, s'il n'y a pas non plus de réaction en ligne, non. Ben, merci à tous et merci à toutes les deux vraiment pour ces exposés. Merci à vous.